Yo les potes, j'espère que vous m'entendez bien. Juste dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien. Pour ceux qui sont sur la chaîne de Capet, vous inquiétez pas, il va arriver d'ici 5 minutes. On revient de l'ETHCC, donc c'est tout à fait normal. J'ai mis mes écouteurs dans la machine à laver sans faire exprès, donc là je crois que j'ai pas d'écouteurs. Enfin j'en ai qu'un sur deux, donc on verra. Mais voilà. Est-ce que vous m'entendez bien les potes? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous n'avez pas de bruit bizarre? Est-ce que le son est clean? Juste dites-moi. Comme ça je sais et comme ça on peut se faire un petit live tranquillou. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Exactement, j'ai piraté la chaîne de Capet. J'ai pris possession de ses clés privées, ainsi qu'évidemment de tous ses fonds et de son compte Twitter, donc d'où le tweet, évidemment. Donc voilà, je me suis régalé. Non, plus sérieusement, Capet arrive en fait, parce qu'on revient de l'UTHCC, et du coup, il y a un petit peu de transport, etc. Donc bon. C'est normal qu'il y ait un petit peu de transport. Personnellement, j'ai toujours un petit pied à terre à Paris régulièrement pour pouvoir bien tout simplement dormir et assister à tous les événements. Mais voilà, Capet a un petit peu de transport et devrait arriver assez rapidement. J'ai pris possession de tous ces XKI, exactement. D'où la raison du dump. Bref, j'ai vendu ces Juno. Bah écoute, pour l'instant non, mais il ne saurait tarder. Bref, j'espère que vous allez bien les potes. Je vous vois plutôt en forme. Yo à tous, yo à Hiroshiman, Mine GD24, Ludo Archie, Larkiden, Jean5637, Calo, Atomise, Julien, Le Daffy, Yo Gigi, Yo mon ref, Yo Fabibiz, Zach26, Foxty, Rignuan, le Corbac, Rapidois, je sais pas comment le prononcer, Jaja, Wayne, Space, yo les potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, ça fait un petit moment qu'on s'est pas fait un live ensemble, donc voilà, on va faire un petit point évidemment sur le marché. J'ai pas le meilleur setup lumineux là, c'est vraiment du bricolage dans le sens où la plupart de mes affaires sont tout simplement dans mon appartement à Malte, mais voilà, on t'entend vite fait en robot des fois, léger freeze. Ok, bon bah écoute, j'espère que ça ira. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient ça parle du dégradé, je suis mort. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à l'ETHCC ou pas du tout? J'ai cru comprendre sur Twitter qu'il y avait pas mal de gens qui étaient passés à l'ETHCC ou en tout cas les jeunes, etc. Donc voilà, setup bronzage, mais ça change. Je suis vraiment largement aidé par les lumières. Je suis un peu bronzé, mais là, ça me fait vraiment une tête rouge bizarre. Enfin bref, c'est assez marrant. Donc voilà, si la dégène poteau. Bah écoute, si t'as été à la dégène, j'espère que tu t'es régalé. Peut-être que j'ai vu certains d'entre vous. Je ne reconnais pas évidemment tous les pseudos, mais voilà, en tout cas, on s'est bien amusé, on a bien profité. C'est pas un truc de développeur le THCC. Bah en fait, en soi, le THCC, c'est vraiment la conférence pour moi annuelle à laquelle tout le monde va lorsqu'on parle d'Ethereum. Et on a bu ensemble, frérot. Bah voilà. Je remets certains pseudos sur certaines têtes, mais voilà. Mais en tout cas, non, c'est pas qu'une conférence de développeurs. Il y a évidemment beaucoup de développeurs qui vont là-bas parce qu'il y a des hackathons, parce que évidemment ils ont envie de se rencontrer aussi, parce que les développeurs ils sont derrière leurs petits ordinateurs, ils codent, etc. Mais bon, c'est aussi bien de se voir en vrai, de rencontrer les gens avec qui on travaille. Donc qu'on soit développeur ou pas, c'est forcément quelque chose qu'on a envie de. Et puis en vrai, il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui sont des belles opportunités pour les développeurs. Il y avait vraiment, c'est fou comment tu ressembles à Picsou sans lunettes. Non, mais il y avait vraiment beaucoup de développeurs et surtout des conférences qui étaient assez tech, assez poussées en fait. Donc je pense que ça a intéressé évidemment ces personnes-là. Et puis en vrai, les gens qui build, évidemment, il n'y a pas que des développeurs qui build, puisqu'il faut de tout dans un projet. Mais en soi, beaucoup de développeurs parce que évidemment, ils sont omniprésents dans l'écosystème, mais parce qu'on parle de crypto, quoi. Ça a été surtout pour boire du champagne sur la scène, ouais. Bah écoute, on s'est pas gêné. Pour vous dire un petit peu, on a été invité à pas mal de side events, dont un petit side event sur un yacht, sur la Seine. On devait être une quinzaine de personnes, donc c'était un tout petit comité, et on s'est tout simplement fait régaler. Donc le THCC, je valide. Non, plus sérieusement, on est régulièrement invité dans des petits side events et tout, parce que forcément, en tant que média avec Coin Academy, ou même en tant que nous, hein, on parle avec beaucoup de gens de l'écosystème, et forcément, des petites soirées qui sont organisées, et je suis assez impressionné en vrai, bear market ou pas, il y a toujours de l'argent pour faire des soirées et financer les boissons et à manger, hein. Bear market ou pas, je vous rassure, en side event, ça mange bien, ça boit bien, tout ça, donc on est plutôt bien. Capet, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Et vous, c'est bon? Moi, je t'entends nickel. Juste, je t'ai Ok. sur haut-parleur, donc juste dis-moi si t'as un écho, mais je pense pas.
À toi de Non, me dire. non, j'en ai pas du tout. Ça se passe et j'arrive à pic. Du coup, bonsoir tout le monde. Excusez-moi du micro-retard. J'espère qu'il a fait une belle introduction. J'ai fait une belle introduction, je parlais des petits fours et du champagne. Donc. Ok, super. Petit four, champagne et bateau aussi. Hein. Et évidemment, Et bateau, je leur bateau. ai parlé un petit peu de cette petite épopée en bateau où on s'est fait régaler. Franchement, Donc voilà. le niveau de corruption est exceptionnel. Donc, je te laisse reprendre sur la tête. Non, mais on n'a pas encore commencé la thé. J'ai juste fait une petite introduction pour parler un petit Ok. peu de la conférence, etc. Quand il s'agit de petits fours et de champagne, évidemment, on est totalement corruptible. Hein, on va pas se le cacher. Ouais, S'il y carrément. a bien quelque chose par lequel il faut se faire corrompre, c'est ça. Plutôt que des donations pour acheter de l'immobilier aux Bahamas ou Hmm. pour changer une loi. Euh, Et puis mais accessoirement, c'était très quali, quoi. C'est-à-dire que franchement, le niveau par rapport à l'an dernier était bien meilleur. Hein. Soit les side events, la conférence, Ouais, franchement. ouais, en vrai, on s'est régalé. On a eu plein d'events qui étaient sympas. Après, personnellement, j'ai pas eu trop l'occasion d'assister à Aux conférences. des conférences. Enfin, j'en ai vu quelques-unes en rapidos, quoi. Mais j'ai pas pu trop assister à ça. Après, je pense que c'est surtout des discussions qui sont techniques et je me fais larguer, évidemment, à un certain moment dans la présentation. Ouais. Mais non, en vrai, c'était vraiment bien. Et puis, même si personnellement, je suis pas forcément dans le fonda, ou en tout cas, je suis pas du tout aussi bien renseigné que toi ou aussi connaisseur, je trouve que c'est toujours bien d'écouter et de se faire Mm. une culture. Parce que tout simplement, que ça soit utile ou pas, c'est quelque chose de plutôt positif. Et puis même si ça peut être utile dans des stratégies d'investissement ou même de trading, écoute, Exactement. on va pas s'en empêcher, quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je retweet avec Coin Academy du coup nos 2 tweets d'annonce du live. Je vais vous mettre dans le chat également les gars si vous voulez soutenir les liens d'annonce du live parce que ça nous permet de faire venir Yes. un petit peu de monde. On va avoir un joli programme. Hein. On va vous résumer le THCC. Donc on a parlé des petits fours et tout, mais blague à part, il y avait vraiment des projets très quali sur les logiques AppChain, Layer 2, DeFi. J'ai envie de dire qu'une grosse partie des plus gros étaient là. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait, avant le THCC, bon, nous on n'y était pas, il y avait une conférence Polkadot. Ensuite, il y a eu le THCC, il y a eu la Starknet CC, l'Osmocon de Osmosis, il y a eu une conférence sur Tezos, il y a eu le Modular Summit, j'ai voulu y aller. Oh mec, j'ai voulu y aller hier, une queue. T'avais l'impression que c'était la sortie du nouvel iPhone, gros. Je ne pouvais pas y rentrer, c'était mort. C'est-à-dire que j'aurais fait la queue 1h30, je ne rentrais pas. C'était surtout ce qui était Layer 2 et tout, donc un petit peu dégoûté. Je suis allé à Epitech à la place, il y avait pas mal de projets penchés tokenomics, Ouais. beaucoup de projets. Et à partir de demain et après-demain, vous avez aussi le Nebular Summit, on en parlera tout à l'heure, qui est une conférence dédiée à Cosmos. Donc vraiment plus d'une grosse semaine dédiée aux fondamentaux. Ouais, mais surtout ça permet de vraiment rencontrer les builders en fait, en soi de vraiment rencontrer ces personnes-là qui travaillent à fond dans l'écosystème. Nous on build évidemment à notre manière, mais non vraiment très cool de pouvoir. Tu peux parler peut-être un petit peu des interviews très brièvement, mais on a quand même reçu le CEO enfin pas le CEO, le président de Et Starkware cofondateur. et Oui. cofondateur de Starkware. Bon, voilà, je pense qu'en termes Ouais. d'invités c'est plutôt sympa. On a eu des Je gens de les ai notés. Coinbase, on a eu des gens Coinbase, de Allegro, Polygon. Ouais. Polygon, Galaxy, pardon, Diap Radar, Cross the Edges, Mon Pèlerin et Blockchain Game Alliance, mais je suis pas sûr que le recording soit bon, mais en tout cas du très très gros casting et j'ai kiffé tous les personnages, mais agréablement surpris par le fondateur de Mon Pèlerin, le bonhomme est très chaud. Hein. Franchement, Ouais, j'ai discuté avec lui, très très calé. Pour le coup, on n'avait jamais discuté avec mon pèlerin en privé. Et non, franchement, il lance des trucs vraiment très sympas. Et puis surtout, voilà, ça se voit que c'est pas des CEO ou des CEO qui ont été airdrop de nulle part. Enfin, c'est des gens qui aiment la tech, qui parlent produit et qui sont passionnés. Donc, c'est toujours un plaisir de parler avec des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi. vous allez Qui voir sont pas ça de toute forcément façon là en que interview pour le vidéo. business, quoi. Donc, évidemment. Voilà, donc une grosse semaine avec pas mal de side events, beaucoup de networking. Moi, j'ai passé pas mal de temps avec la mafia Starknet, ça s'appelle la mafia. Je vais essayer d'avoir justement, j'ai pris 2 contacts de la Starknet Foundation pour essayer de les avoir en interview aussi, parce qu'on parle souvent de Starkware, mais pas de la Foundation. Du coup, ça va être l'occasion d'en discuter. J'ai eu aussi le fondateur de Lambda Class, qui est une boîte spécialisée en cryptographie. C'est un Argentin qui parle français, anglais, argentin. Le mec est trop chaud. Le mec est trop chaud. Voilà, c'est spécialisé de la cryptographie. Donc lui il m'a dit, ouais, je sais pas, moi les apparitions publiques, je n'aime pas trop ça. Je dis au pire, envoie-moi quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de prises de contact sur
beaucoup de projets vraiment violents techniquement. C'est-à-dire que à chaque fois que tu reviens de la Starknet CT, si tu aimes beaucoup la technique, tu es à fond la caisse. Et là, pour le coup, techniquement, c'était encore très très violent. Bah, surtout que tu rencontres des gens plus brillants que toi, quoi. Donc Ouais, ah bah là, c'est forcément très motivant. Enfin bref, les gars, on fait une petite intro juste sur les THCC parce qu'en vrai, ça a occupé nos 10 derniers jours. C'est tellement difficile de ne pas en parler quand ça prend la majorité de notre temps. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'est un des meilleurs events de l'année. Après, on a fait quoi? On a fait NFC Lisbonne, qui était vraiment Ouais. aussi bien, mais pour moi, qui n'était pas au même niveau. Le THCC, c'était vraiment... ça n'avait rien à voir. C'était sympa, hein, mais ça n'avait rien à voir, ouais. Ouais, Et c'est il y pas du avait tout le même public. et le PBWS aussi, Paris Ouais. Web Blockchain Summit, qui était pas mal aussi, mais Euh, des side events moins quali. Avez-vous parlé des tokenomics du token Stark de Starknet? J'avoue qu'il a fait un petit peu l'impasse sur ce sujet-là. Ouais. En disant notamment qu'ils avaient déjà publié pas mal d'informations sur ce qu'on devait savoir sur 3 ou 4 articles, enfin plusieurs articles qu'ils avaient déjà sortis il y a 1 an, mais pas plus d'informations que ça, ce qui est compréhensible dans le sens où je pense qu'ils n'ont pas envie de créer de fausses attentes ou même de parler de choses qui ne sont pas encore live de manière trop développée, quoi. C'est ça, et puis peut-être qu'il y a des points réglementaires aussi qu'on ne saisit pas, et tout ce qu'ils peuvent dire peuvent être retenus contre eux, pour dire les choses telles quelles. Mais c'est réel, hein, parce que je pense qu'il y a des invités avec qui on parle. Techniquement, il y a des enregistrements vidéo, audio qui pourraient être utilisés dans un tribunal contre eux, je pense, d'une certaine manière. Donc, toujours important de faire attention à ce qu'ils disent dans ces cas-là. Là, Starknet en l'état, c'est pas décentralisé, ça le deviendra, mais ça ne l'est pas. Et on est quand même sur une boîte Starkware qui est valorisée, je crois, à 4 milliards et une levée de fonds de l'ordre de 250 millions pour l'ICO. Donc, on va avoir un jeton Stark qui sera probablement capitalisé à un bon milliard au lancement. Donc, ils sont obligés de faire gaffe, quoi, c'est évident. Dans le chat, on me dit le gars de Polygon, il est chaud. Alors, moi, j'ai eu un gars de Polygon, ZK VM, qui était espagnol. Faudra que je re-regarde l'interview parce que j'étais plus concentré sur préparer ma question et machin que l'écouter en tant que tel. Donc, je vais reprendre ce qui a été dit, mais ça avait l'air pas mal. Et pour ce qui est de Surfing Bitcoin, oui, on y va. On y va. NFT Biarritz, probablement pas, mais Surfing Bitcoin, on y va. Ce sera le 23, 24, 25 août pour ceux qui demandent. Et d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure le calendrier des événements. NFT Biarritz, il y a moyen qu'on y soit peut-être l'après-midi, mais tout va dépendre des vols, des retards, des transports, etc. Donc, c'est plus vraiment entre nos mains, quoi. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'aimerais bien passer une tête, en tout cas, personnellement. Ça dépend des déplacements, parce que c'est pas forcément évident d'y mettre les pieds à Biarritz en réalité. Ouais, c'est vrai que c'est pas ultra évident d'aller à la gare ou même à l'aéroport, c'est un peu une galère niveau transport. Enfin, une fois que t'es là-bas, ça va, tu vois, mais avec la PP de Bruno Le Maire, non? Ouais, c'est Bruno Le Maire, ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir commencer sur la partie technique si toi t'es chaud. C'est parti. Comme ça, on embraye vraiment dans du concret parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce qui s'est passé à l'ETHCC, même si c'est très intéressant en soi. Donc, pour parler un petit peu technique et de ce qui s'est passé, je vais dézoomer un petit peu, mais globalement, vous voyez que sur Bitcoin, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, je vais pas inventer les choses sur un graphique. Concrètement, on voit très bien que là, on latéralise depuis le 14 juillet ou même plus globalement depuis le 22 juin. On est dans une consolidation entre les 29 800 $ et les 31 300 $. On a du ping-pong entre les deux bornes. Quelque chose qui était assez négatif dans le sens, assez bear en soi, c'est que on a chassé pas mal de stops et derrière on a réintégré dans le range, c'est-à-dire que on échange dans le range, puis derrière on essaye de casser à la hausse, notamment avec tout ce qui était news ETF et puis surtout l'histoire des securities avec le procès Ripple, etc., qui allait plutôt dans le bon sens, même si la juge a dit dernièrement que prendre son annonce comme le fait que XRP ne soit pas une security est faux, ou en tout cas une mauvaise interprétation. C'est quelque chose qu'elle a dit très récemment, je pense, il y a 1 ou 2 jours. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu beaucoup de news positives, notamment dans le sens du marché, et que le marché n'a pas vraiment su exploiter cette fenêtre de tir. Et pour le coup, suite à la réintégration du range, derrière, qu'est-ce qu'on va chercher après une déviation la plupart du temps, parce que c'est pas une règle absolue, mais en général, ce qu'on va chercher, c'est la borne opposée. Et où est-ce qu'elle est la borne opposée? La borne opposée, elle est là. Donc, pour le coup, on est de retour en bas de range. La chose qui est assez positive pour moi,
c'est que on a été chercher tous les stops que je voulais voir chasser. C'est-à-dire qu'on avait, je me demandais si chasser uniquement ces stops, tu vois, uniquement ces lots qui nous attendaient ici, nous aurait permis d'alléger assez le train pour derrière repartir et en soi d'avoir sorti toutes les personnes qui venaient avec du gros levier suite aux news. Au final, pas vraiment. En tout cas, on a été chercher un peu plus bas. On a été chercher sous ce lot ici, qui est donc une mèche qu'il fallait chasser pour moi. Même chose ici. Encore une fois, j'avais les deux scénarios. Est-ce qu'on va chasser ou est-ce qu'on va pas chasser dans le cadre boule? Et pour le coup, on a été chasser les deux. Ça nous a pas permis de retracer sur les 38% de retracement donc de toute la hausse, qui est en général le premier arrêt et donc une bonne localisation pour effectuer du suivi de tendance et donc défendre la tendance ici. Et surtout sur le premier arrêt, donc les 38%, on a tendance à défendre fortement cette tendance parce qu'on va pas retracer en reload zone donc de 61 à 78% de retracement pour défendre le dernier low ou le dernier high en fonction du sens de la tendance. Mais voilà, pour le coup, on est sur un gros niveau de support. On est en train de réintégrer le range après avoir glissé légèrement en dessous. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que on n'a pas notre petit range, ping-pong entre les deux, on essaye de casser par le haut, on réintègre, on va chercher le bas, on chasse tout le monde, tous les gros leverage qui ont essayé de profiter de la news. Et suite à ça, on fait une sorte de petite déviation et ensuite on réintègre le range. Et lorsqu'on réintègre un range, est-ce qu'on va chercher la borne opposée? Donc voilà, en gros, pour faire simple, on n'a pas vraiment avancé depuis fin juin, on est toujours au même point, mais on a eu une déviation ici qui était tradable en soi, qui était actionnable. Je crois pas en avoir véritablement profité, mais ce qui était plutôt cool, c'est que ah oui, j'avais publié un trade où je rentrais en short ici, je mettais mon stop ici et je visais tous les lots. Au final, il est passé, mais je l'ai pas pris. Donc, c'est aussi quelque chose qui arrive. Et là, pour le coup, personnellement, je suis rentré en long, alors avec une petite size, dans le cas où on a chassé les stops que moi je surveillais, donc ce qui est le cas, et qu'on réintègre le range, notamment avec peut-être un W qui se validera en 4 heures. Donc, c'est pas encore fait, mais pour le coup, pour moi, ce serait pas déconnant d'aller chercher ces petits highs ici. Je sais pas si on les voit ici en 1 heure, mais sur cette baisse qui a été un peu une sorte de baisse parabolique en low time frame, on a laissé énormément de highs qui ne chassaient pas les précédents, qui donc représentent plein de stops à aller chercher. Donc tous les gens qui ont shorté comme des bourrins le bas du range se sont fait laver. Et puis derrière, on n'a pas été chercher ce high et on a ce high derrière qui donc est juste à côté. Et donc moi personnellement, ça me semble pas déconnant que bien un premier objectif qui correspond plus ou moins au milieu du range. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est l'idée. Donc d'un point de vue vraiment, je dirais 2 heures, 4 heures, on est toujours dans notre range depuis le 22 juin. Là, on a fait une déviation au-dessus. Là, on fait une déviation en dessous. Personnellement, j'aurais du mal à passer extrêmement bear tant qu'on ne perd pas les 29 100, voire les 29 400. Pour moi, c'est l'ultime zone qui doit être tenue. Sinon, personnellement, je pense qu'on s'expose à un peu plus de downside. Il se peut qu'on n'aille pas chercher les 38% qu'on les front-run, vu qu'on a été chercher ces lots ici. Et donc, pour moi, tant que globalement, le prix se maintient au-dessus de cette zone ici, je vois pas vraiment de grosses raisons d'être bear, si ce n'est que on a quand même fait une belle déviation et ça, c'est un top qui est plutôt sympa. Le contre-argument à ça, c'est que en fait, avec cette mèche ici, on a chassé ce high ici, mais on n'a pas chassé ce high. Je sais pas si tu vois, c'est le high qu'on a déposé quelque chose comme le 31 mai. Et donc, moi personnellement, je m'attendais à ce que les deux sautent. Donc, pour le coup, les deux n'ont pas sauté. Et ça me laisse un peu d'opium parce que je me dis que y a un monde où on pousse au-dessus au moins pour aller chercher ce high, sachant qu'on a vidé déjà pas mal le train ici. Personnellement, je suis pas extrêmement optimiste, mais je suis pas nécessairement ultra bearish. Enfin, comme vous le voyez, on est dans un range, donc c'est difficile de s'exprimer et d'avoir un biais très fort. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le timing est ici assez important, dans le sens où j'aimerais bien qu'on pousse assez rapidement. C'est-à-dire que si on commence un petit peu à dégueuler et qu'on n'a pas de réaction sur les 29 200, 29 000 dollars, là je m'inquiéterais et à ce moment-là, peut-être prendre un graphique un peu plus vierge, mais et à ce moment-là, en fait, on pourrait créer une sorte de range de ce style-là, tu vois, avec une déviation au-dessus, plusieurs points de contact ici, plusieurs points de contact ici, et peut-être aller chercher ici. Mais j'ai pas la certitude que si on
on casse cette zone, on arrive à rebondir ici. Et dans le cas où en fait on n'arrive pas à rebondir ici, derrière il y a de grandes chances qu'on aille fil toute cette ce qui a été assez violente et des prix qui n'ont pas été forcément extrêmement visités. En général, le marché aime bien revisiter ces zones-là. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on pousse assez rapidement. En soi, on a des news qui sont extrêmement positives. On a chassé des stops. Si on n'arrive pas à pousser maintenant alors qu'on a chassé des stops et qu'on avait plutôt une belle narrative, je pense que ce sera plutôt... Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire un sell the news, mais on avait tout pour pump et on n'arrive pas à pump. Donc ça nous montre que le marché est assez lourd et qu'il y a des gros acteurs qui cherchent à se positionner. Peut-être pour regarder sur une plus grosse time frame, ce que je disais sur mon Discord, c'est quoi? C'est que donc, on a les 38% de retracement de toute cette baisse ici, qui se situe ici, qui était le premier objectif à aller chercher depuis les 17-18K dont je vous parle. Donc ça, c'est un objectif qui a été cherché. Et ensuite, si on prend le top absolu et le bottom absolu, on a les 38% qui sont ici. Et donc, pourquoi je vous parle des 38%? Parce qu'en vrai, historiquement, c'est des zones qui réagissent super bien, et surtout quand on parle de retracement sur des mouvements qui sont de grande amplitude. Là, on parle de tout le six. Donc c'est pour ça que j'en parle. Et ici, d'ailleurs, on a un gros niveau mensuel qui nous a servi de support, et ici qui pourrait nous servir de résistance et qui s'aligne avec ce prix-là. Donc personnellement, quand je vois le graphique mensuel, je me dis que j'aimerais bien que cette zone ici, puisque en soi, on a plus ou moins à côté les 38% de retracement de cette baisse-là qu'on pourrait flip en tant que support. On a les 38% de retracement de cette hausse récente depuis le début juin. Et donc, cette zone ici, pour moi, c'est une zone qu'on doit flip en tant que support pour pousser plus haut. Globalement, on pourrait même prendre ces clôtures ici comme une sorte de résistance qu'on a outrepassé avec cette grosse clôture mensuelle. Et donc maintenant, on s'attendrait à ce que cette zone maintenant soit rachetée. Et pour le coup, pour l'instant, c'est ce que la bougie laisse sous-entendre. Après, la bougie, évidemment, n'est pas clôturée, donc il faudra attendre la fin du mois pour... voilà. Mais voilà, mon opinion, c'est que je veux absolument voir cette zone verte tenir. Et si cette zone verte tient, personnellement, je pense que l'objectif assez sain, c'est les 36K. On aura un premier deal ici à aller chercher autour des 32 100. Et donc, si jamais on a une réaction extrêmement bearish là, les 36K, pour moi, seraient un petit peu annulés. Mais voilà, tant que cette zone verte tient, je pense pas qu'il y a de raison d'énormément s'inquiéter, même si on a des débuts de choses bear. Et par contre, si on commence à la perdre, en fait, il n'y a pas énormément de prix ici qui m'intéresse à acheter. Je sais pas comment te l'expliquer en mensuel, mais si cette zone ne tient pas, alors qu'on a une dynamique haussière assez violente, avec énormément de choses positives, je n'essayerai pas d'acheter le premier support venu. Et à ce moment-là, je pense que je chercherais probablement une zone un peu plus basse, un peu plus intéressante, comme typiquement cette zone ici, en fait. Donc, pour l'instant, moi, personnellement, j'essaye de me positionner plutôt pour une continuation, dans le sens où on a vidé le train, et en vrai, c'est ce qu'on veut voir quand on veut être bull. On veut avoir un minimum de personnes on va avoir le moins de personnes qui parient dans notre sens, entre guillemets, qui spéculent dans notre sens. Mais suite à cette chasse de stop, si jamais on n'arrive pas à générer une belle réaction, là, ce serait inquiétant. Donc, j'espère que c'est plutôt clair sur BTC. Comme vous l'aurez compris, on est dans un range, on a chassé des stops, et maintenant, il faut réagir. Si on réagit pas, on s'expose à des choses assez dangereuses. Mais pour le coup, pas forcément de choses qui me sautent aux yeux, qui m'inquiètent pour l'instant. Cette chasse au stop au-dessus du range. Pour parler un petit peu d'Ethereum, pour moi, la situation, elle est un peu différente. Enfin, comme je vous l'explique depuis un bon moment, moi, le niveau qui me tient à cœur, il est assez clair. Je pense qu'on peut le voir, c'est notamment le niveau où on a clôturé ici à la mi-août. C'est une zone au-dessus de laquelle on a fait une déviation, on a réintégré, on a retesté à de multiples reprises cette zone ici, sans jamais réussir à reclôturer au-dessus depuis cette déviation. On peut d'ailleurs voir que ce niveau est assez flagrant visuellement. Et en général, quand le niveau saute aux yeux, c'est que c'est un niveau qui est plutôt clair et important à trader. Vous pouvez chercher un support ou une résistance qui est sombre, qui saute pas aux yeux, mais voilà, en général, quand ça saute aux yeux et que ça vous permet d'avoir des biais qui sont clairs, moi personnellement, ça m'aide dans mon trading, en tout cas dans ma manière de fonctionner. Et donc personnellement, ce qui m'embête un peu sur Ethereum, c'est que en fait, on a encore poussé au-dessus de cette résistance ici en weekly, en chassant d'ailleurs ce petit high qui nous a servi de retest ici suite à cette déviation et réintégration sous le niveau. Et même en poussant au-dessus de ce petit niveau ici, on a clôturé sous ce niveau ici, qui était donc le niveau qui me permet d'avoir un biais plus ou moins optimiste ou pas sur le marché. Donc ça, personnellement, c'est pas ultra bull. Alors évidemment, on a 6 heures devant nous et peut-être que la clôture weekly va clôturer bien plus haut. Mais ça, c'est un signe qui est assez moche dans le sens où on un high pour au final clôturer sous la résistance majeure en fait. Et donc ça, c'est pas ultra bull, c'est pas hyper intéressant.
Et donc, je pense qu'un comportement assez rationnel serait tout simplement d'attendre qu'on a à nouveau de l'acceptation au-dessus de ce niveau qui est tout simplement le niveau des 1935-1950. Donc, si on commence à clôturer à nouveau et se servir de cette zone comme support, je pense qu'on sera plus du tout dans une chasse au stop, puisqu'en fait, on a déjà chassé ici. Je pense que si, par exemple, on retourne autour des $2000 ou $2020 chercher ce high, je pense que ce sera pour enfoncer bien haut. Et comme je vous l'explique depuis un moment, mon objectif, c'est les 38% de retracement de toute la baisse. Et cet objectif, il est tout simplement autour des $2400, comme sur BTC, sur un niveau weekly hyper important, et même au-delà d'un niveau weekly, un niveau mensuel qui saute aux yeux, en fait. Surtout que on n'a pas forcément retesté sur cette baisse ces prix-là. Donc, moi, personnellement, ma stratégie sur Ethereum, si j'étais pas dans le marché et que je voulais prendre que des trades et que j'avais pas d'exposition, ce serait probablement d'attendre que genre on ait de l'acceptation au-dessus de cette zone ici des 1935 et essayer de jouer un long pour viser derrière au minimum les 2400 comme j'expliquais ici. Ce qui est plutôt positif dans le négatif, c'est que en fait on a chassé tous ces lots ici. En tout cas, on a chassé une majorité. Donc, on avait pas mal de lots qui s'accumulaient ici. Alors, on n'a toujours pas chassé ici, mais voilà. Pourquoi je parle de chasse? C'est parce que, encore une fois, on aime bien que les gens qui parient, qui spéculent dans notre direction, se fassent sortir pour qu'il y ait un tout petit nombre de personnes qui parient dans notre sens, fasse une majorité qui, entre guillemets, spécule dans l'autre sens. Parce qu'en général, tu n'as pas forcément envie d'avoir la majorité avec toi à court terme, évidemment. Et donc, on a chassé ces stops, donc c'est plutôt une première bonne nouvelle. Après, voilà, si on commence à clôturer en dessous de ces niveaux-là, pour moi, c'est vraiment gore. Mais si jamais on commence à récupérer cette zone ici en tant que support, je pense que je prendrai un long avec un stop genre par ici, dans le cas où on commence encore à repasser sous cette résistance. Et à ce moment-là, j'essaierai de simplement viser les 2400. Et je pense qu'il y a véritablement un home run à placer. Alors, pour le coup, on n'a toujours pas, on n'est pas du tout dans ce scénario, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas reclaim cette zone ici, on a des rejets au niveau de la résistance, des chasses au stop, donc pas de signe ultra positif pour l'instant. Mais si jamais cette zone nous servait de support, je pense que mettre son stop là et viser tout simplement les 2400, ce serait pas déconnant. Dans le cas où je le ferais, tout simplement, j'en parlerai sur Twitter et je publierai dans mes trades. Mais pour moi, c'est vraiment là, si je devais parier à la hausse et me positionner par rapport à une hausse à venir, c'est vraiment là pour moi où il y a le meilleur risk-reward parce que, en fait, tu peux espérer prendre un truc comme ça, tu vois. Et même si tu cherches sur des setups low time frame, donc là, on a 4 de risk-reward si jamais on arrive à peu près dans la localisation que je veux et qu'on flippe cette zone de résistance en tant que support. Donc, on arrive à 4 de risk-reward, mais on peut arriver à un meilleur risk-reward encore si jamais on a des setups en low time frame. Donc, c'est ça qu'on cherche. C'est des choses qui, pour nous, ont une forte probabilité d'arriver avec un maximum de retour sur investissement. Et donc, pour le coup, vu qu'on a chassé ce high, pour moi, la probabilité qu'on retourne ici pour chasser ce high et que derrière, on retombe, personnellement, je la trouve assez faible. Parce que d'un point de vue purement technique, en fait, si tu as une résistance et que tu réintègres en dessous et que tu as un retest, tu es censé embrayer à la baisse. T'as techniquement ce qu'il faut pour dire, OK, on a essayé de passer au-dessus de cette résistance. On a piégé un maximum de personnes en retombant en dessous. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont acheté maintenant sont piégées. On reteste toutes les personnes qui, globalement, ont été underwater, ont une opportunité de couper leur position, mais et encore. Et puis derrière, ceux qui voulaient se positionner à la baisse peuvent se positionner. Mais le fait qu'on donne plusieurs opportunités à ces personnes-là de couper leur position ou même de rentrer en short, plus tu as une opportunité, plus elle est répétée. Moi, c'est vraiment une bonne opportunité, je suppose. Donc, c'est pour ça que si jamais on repassait ici, je pense que ce serait pour vraiment enfoncer et pousser plus haut. Donc, c'est un peu ma vision sur le weekly. Peut-être que si on regarde sur le monthly, on a vraiment envie de voir cette zone ici de support tenir. On a vu que systématiquement, on a eu des clôtures en dessous avant de passer au-dessus et d'avoir un retest parfait de cette zone ici de résistance en tant que support. Donc Ethereum, concrètement, si on commence à repasser en dessous des 1700, je vais pas vous mentir, ça pue. Pour moi, ce serait vraiment de mauvais augure. Et je pense que si jamais on n'arrivait pas à se maintenir au-dessus de cette zone ici, autour des 1800 pour faire simple, voire des 1720, et qu'on allait chasser ici, je pense qu'il y aurait des probabilités non négligeables de pousser sous les 1200 ou même les $1000 en fait. Voilà pourquoi en fait je me concentre sur
une continuation haussière actuellement uniquement si on run dans mon scénario, c'est parce que en fait, on est proche d'une invalidation du côté des boules. Donc, ce qui fait que s'il y a un truc boule à jouer, plus ou moins autour des prix actuels, entre grands guillemets. Alors évidemment, moi j'ai des conditions, des invalidations, des choses comme ça, mais voilà. Bon, ça fait longtemps que je parle, je sais pas si je vous ai perdu, mais j'essaye vraiment de vous exprimer ma pensée et la manière dont je réfléchis au marché. Donc ça, c'est pour Ethereum. Sur BTC, je vous ai déjà expliqué. Peut-être parler un petit peu du dollar. Parce qu'on a quelque chose d'assez intéressant sur le dollar. Donc en fait, le dollar globalement, quand il monte, t'as les risk-on qui sont en souffrance, et souvent les gens qui ont des risk-on, donc des assets style actions, crypto, etc., qui préfèrent rester en dollars parce que ça leur permet de préserver leur capital ou d'avoir un yield. Et puis lorsqu'il baisse, en général, ça montre une faiblesse du dollar et parfois un plus grand intérêt à s'exposer à des risk-on, comme les cryptos et les actions. Et c'est notamment depuis la baisse du dollar qu'on a vu, par exemple, le S&P décoller, etc. Et là, ce qu'on voit concrètement, c'est que après cette parabole, en fait, à la hausse qui a cassé, on n'a jamais véritablement réussi à créer une dynamique haussière. Pour moi, une dynamique haussière, c'est quoi? C'est des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Grande surprise pour vous sur le stream si vous êtes là depuis un an. Mais concrètement, en fait, on a une cassure par le bas de cette sorte de triangle descendant, pour faire très simple. Mais au-delà d'être une sorte de triangle descendant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas et qu'on reteste systématiquement le même niveau. Donc ça montre que le prix évolue à chaque fois qu'il rebondit, il est de plus en plus faible, et que en fait, au bout d'un moment, ça craque. Et là, pour le coup, ça a craqué. Mais si jamais, en fait, ici, on arrive à récupérer ce support-là, est-ce qu'on pourrait pas voir ça comme une sorte de déviation sous le support et un reclaim? Et dans le cas où on reclaim, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a pas mal de highs à aller chasser et des highs sur lesquels les shorters se sont positionnés. Il y a évidemment ces highs qui sont un peu plus hauts, mais tu as tous ces highs sur lesquels tu as possiblement des stop short. Et tu as possiblement une inversion de la structure, parce que si jamais tu récupères ce support et que derrière tu arrives à faire un higher low et un higher high, tu passes d'une dynamique qui est baissière où on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, à une dynamique où tu fais des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus hauts. Donc personnellement, ça va être très important de voir ce qui se passe à minuit ou en tout cas demain, et de voir si on arrive à se propulser au-dessus de cette zone verte ou à rebondir là-dessus. Mais si jamais on voit un dollar qui reprend de la force, etc., et qui nous montre des choses assez positives, c'est un élément supplémentaire à intégrer notre raisonnement par rapport aux cryptos. Et si jamais j'ai des setups qui sont baissiers sur les cryptos, donc graphiquement, évidemment, le fait que le dollar reprenne de la force me donnerait plus de conviction dans ces setups baissiers si jamais il y en avait. Donc ça, c'est un énorme point à prendre en compte. Pour les gens qui trade les marchés tradis, vous voyez l'euro contre le dollar, donc c'est plus ou moins l'inverse du DXY, sauf que le DXY, c'est toutes les monnaies face au dollar, en tout cas toutes les dollars face aux autres monnaies. Là, pour le coup, on parle que de l'euro, donc c'est pas exactement la même chose en inversé. Mais pour faire simple, en weekly, on a été chercher une des zones idéales pour faire un lower high, dans le cas où on doit faire un lower high. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que en fait, on a encore une fois laissé beaucoup de l'eau à aller chasser. Et donc pour moi, c'est une grosse zone de liquidité, ça. Et j'ai du mal à croire qu'elle tienne si jamais on devait avoir un retracement un peu plus profond. Je pense que le marché sera attiré par cette zone. Donc évidemment, c'est un scénario similaire au dollar index. Si je l'inverse, le graphique ressemble à l'euro-dollar. Mais au final, c'est pas exactement la même chose. Je pense que en soi, l'euro contre le dollar est plus bullish que l'inverse de l'euro contre l'USD, pour faire très simple. Bon, je suis en train de vous perdre. Et pour ce qui est du S&P, en soi, moi, ça fait un bon moment que je vous explique que je me mettrais pas face au marché si jamais on cassait ce range mensuel par le haut. Pour le coup, on a largement consolidé en dessous, et puis derrière, on a eu une chasse au stop qui derrière a été rachetée, nous permet de nous propulser plus haut. Donc pour moi, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros signal baissier sur le S&P, mais il faut faire attention parce que ici, on a une grosse résistance qui a été retestée et qui a été un petit peu ce qui a initié le bear market, c'est-à-dire que en fait, à partir du moment où on a retesté ce niveau et qu'on a cassé ce low, c'est le moment où on a vraiment poussé beaucoup plus bas. Et on voit que c'est un niveau en mensuel qui est très clair. Enfin, je pense que si on le voit, résistance, ici racheté en tant que support, ici avec cette mèche-là, puis derrière on repasse en dessous et cette zone est retestée en tant que résistance. Donc pour le coup, on a été pointer notre bout du nez, le bout de notre nez, quel enfer, sur ce niveau-là. Et surtout, c'est une des zones idéales
si on est vendeur et qu'on croit que le marché va baisser et qu'il va pas faire un nouvel ATH. Donc, si jamais on a un dollar qui reprend de la force et un S&P qui reteste un niveau de résistance ultra clé, malgré le fait qu'on a cassé un range de plusieurs mois ici, à la hausse, c'est quelque chose duquel il faut un petit peu se soucier. Est-ce que si jamais on a un rejet, ce rejet-là nous permettrait de pousser beaucoup plus bas? Je pense pas. Personnellement, ici, je suis plutôt dans... tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone ici, je suis dans une logique de si jamais on a un repli de l'acheter pour viser un nouvel ATH. Si jamais on a un retracement sur la S&P, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un, comment les cryptos réagiraient? Et c'est un peu la question que je me pose actuellement, parce que là, on est un peu en mode oui, les cryptos sont décorrélés, ou en tout cas, c'est la fête du slip, etc. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier que les marchés sont assez liés, que les acteurs sont pas exactement les mêmes, mais que certains des acteurs institutionnels qui sont placés sur les cryptos sont placés sur les marchés tradis, évidemment, et inversement. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille de près. Et peut-être pour terminer sur quelques alts, je pense qu'évidemment, ça peut intéresser des personnes qui nous regardent. Quelques alts assez intéressantes. Alors, je les ai eu en Capet. Je les ai eu avec un graphique inversé sur le Solana. Ouais, j'ai vu tout à l'heure sur ton truc. Parce que tout simplement, en fait, sur Solana, pour moi, on a eu en weekly, donc là je suis en inversé évidemment, mais on a eu une grosse zone ici qui nous a servi de résistance, ici qui nous a servi de support. On passe légèrement en dessous et on la récupère actuellement en tant que support. Donc là je suis en inversé. Donc pour moi, ça me donne un biais plutôt bull en inversé. On va pas inverser le truc sur lequel on se positionne, c'est assez méchant. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille de près. Après, ça ne change pas l'opinion de fond que j'ai sur Solana et même de comment moi je me place. C'est-à-dire que pour moi, si jamais on a un retracement dans cette zone ici, je serais très content d'essayer de jouer un higher low par rapport à ce low ici, parce qu'on fait des higher highs. Bon, cette clôture est pas ultra convaincante, mais vous avez l'idée. Et donc, si jamais on a l'opportunité de voir le prix se rapprocher de ce lot pour le défendre et donc de défendre une dynamique haussière, je pense que ça peut être intéressant de chercher en tout cas des setups dans cette zone-là si jamais on y va. En tout cas, vu la gueule de la charte, c'est quelque chose que je surveille. Est-ce que pour autant je short actuellement? Non. En vrai, j'aurais pu, mais actuellement non. Et ouais, en gros, je surveille des setups longs si jamais on se rapproche de cette zone ici. Un autre point à aussi comprendre, c'est que actuellement on a du rejet, actuellement on clôt sous cette zone verte ici, une grosse zone de résistance en weekly, mais là ici on a laissé plein de high à aller chasser. Et ça pour moi c'est une grosse pium dans le sens où ça veut dire que ceux qui ont shorté jusqu'à maintenant n'ont pas vraiment été mis en danger et mettent probablement tous leur stop au même endroit. Et s'ils mettent tous leur stop au même endroit, ça représente une belle zone de liquidité qui tôt ou tard se fera chasser parce que le marché aime la liquidité et aime sortir les gens de leur position. Donc si jamais j'ai un setup long qui se pose plus bas, je pense que j'entrerai avec énormément de conviction si jamais ces highs ne sont pas chassés d'ici là, parce que ça me donnerait une probabilité ou en tout cas un taux de réussite sur ce trade qui me semble bien plus élevé que la plupart du temps. Et c'est ce genre de setup qu'on cherche. Des setups avec des localisations weekly qui sont clés, pour derrière viser un long où tu as énormément de highs qui n'ont pas été chassés, ou à l'inverse, tu cherches des shorts où il y a énormément de lows qui s'accumulent qui n'ont pas été chassés, et derrière, en général, ça me permet d'avoir un meilleur taux de réussite sur les trades que je fais. Sur XRP, actuellement, on tient toujours les 38% de retracement de toute la hausse, donc comme je le disais, c'est le premier arrêt, c'est une zone intéressante à tenir si jamais la tendance est forte. Personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de long ici. J'ai long ici. J'avais mis mon stop genre là. Et la manière dont on a chassé les stops ici et qu'on n'a pas réussi à tenir les 0.77, en fait, je me suis fait stop ici en très légère perte parce que vous voyez que ça, en termes de perte par rapport à ça, c'est ma perte prévue, c'est minuscule, sachant qu'évidemment ma perte standard est assez faible. Donc en gros, globalement, c'était comme si j'étais sorti break-even pour moi. Et je cherche toujours des setups longs parce qu'il y a pas mal de gens qui cherchent à shorter XRP, qui ont du mal, etc. Mais pour moi, soit je cherche des longues globalement dans cette zone ici, soit on perd cette zone ici. À ce moment-là, je chercherai des longues bien plus bas, probablement en reload zone, donc 61 à 70% de retracement de toute la baisse, et donc probablement là où tout le monde perdra espoir dans Ripple. Donc si jamais on a un excès baissier et un setup long ici, je le prendrai pour à minima jouer un rebond, voire un higher high. Et si ça n'arrive pas et que derrière on a le prix qui continue à stabiliser, voire se rapprocher à nouveau de ces highs, alors que
ici on a été chasser des highs qui s'accumulaient, je pense que ce sera le moment d'accélérer. Donc si les scénarios qui me permettent d'agir actuellement, c'est soit un excès plus bas autour des 55-60 centimes, donc un petit setup ici serait vraiment agréable, soit si jamais j'ai un setup vraiment sympa en longue ici et qu'on a chassé des stops, pourquoi pas, mais en vrai on a encore des stops qui s'accumulent ici, j'aimerais bien qu'ils soient sortis avant de me positionner. Soit on a le prix qui nous met une invalidation pas trop loin et qu'on arrive à casser à nouveau les 84 centimes. Si jamais on arrive à clôturer au-dessus des 84 centimes, je pense que j'irai long avec un stop sous un lot pas trop loin pour derrière viser une continuation et une nouvelle impulsion haussière qui pourrait surprendre pas mal de gens. Donc ça c'est XRP. Et dans ce qui m'a surpris, on a Maker. Maker qui est en train de valider un W weekly. Je sais pas si tu vois. Je le vois très bien. Je le vois très bien et il est plutôt clair. Ça ressemble vraiment à un W pour le coup. C'est-à-dire que sur toute la baisse, il n'y a aucun moment où on arrive à faire des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Enfin là, tu as un début, mais en soi, c'est pas sur une consolidation qui est assez longue. Là, tu es sur une consolidation de 6-7 mois qui derrière se termine par la cassure de cette résistance weekly, voire monthly. Donc je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Je pense que tant qu'on repasse pas sous les 800 $, il n'y a pas vraiment de raison d'être super pessimiste. Donc voilà, si jamais on se rapproche de cette zone ici et que j'ai un setup long ici, je pense que j'irai le prendre pour de la continuation. Et très honnêtement, c'est le genre de setup, en tout cas le genre de gueule de graphique que moi je surveille pour jouer les alts sur le prochain cycle. C'est-à-dire que en vrai, sur les alts, qu'est-ce qu'on a envie de voir la plupart du temps? On t'a ta parabole, derrière on dump, on règle tout le monde, les gens commencent à vendre, ça stagne, oh ça bouge plus, j'en ai marre, bam bam bam, et ensuite derrière tu donnes bien un W où on fait tout simplement un creux plus haut que le précédent, un sommet plus haut que le précédent, après une longue période de stabilisation, en tout cas de consolidation. Et souvent ici c'est le moment où les gens capitulent alors que c'est tout simplement une déviation pour derrière intégrer le range et reclaim un support. Donc c'est un peu le cas d'école, c'est pas le meilleur cas d'école que j'ai pu voir, mais en tout cas je trouve assez sympa. Dans le cas d'école, évidemment, je pense qu'on peut parler de Link qui est une représentation quasiment absolue de ce que j'explique il y a juste un instant, où en fait tu as ton range, il fait plus rien, on casse par le bas, tout le monde flip bear, tu récupères le support, donc tu as une déviation, réintégration, et donc l'objectif c'est d'aller chercher la borne opposée. Et pour le coup, tu veux aller chercher la borne opposée alors que ici, tu as un high, deux high, quatre high qui n'ont pas été chassés, qui représentent probablement un endroit où les vendeurs ont leur stop. Donc tu as à la fois high time frame, tu as un reclaim d'un support qui hyperclean après une déviation sous le range, qui a un range ultra bien défini en weekly. Et en plus de ça, tu as de l'opium parce que tu as tout simplement plein de highs qui sont build, qui sont accumulés, qui ne chassent pas les précédents et sur lesquels tu as probablement des vendeurs qui placent. Donc c'est exactement ce genre de setup que je cherche. Et pour le coup, on a donné vie à ça sur Link. D'une certaine manière, sur Maker, pas exactement la même, mais en tout cas, tu as une belle structure de retournement weekly. Et ce qu'il faut comprendre, les gars, ou les filles, peu importe qui nous regarde, c'est que en fait, quand tu as une structure de retournement long terme, donc sur une time frame type weekly, après un moins 90% et une consolidation genre de entre 6 et 12 mois, c'est pas un truc que tu as envie de shorter. Si tu as envie de shorter un truc, tu vas pas short une structure de retournement après un moins 90% et de la consolidation. C'est plutôt là où tu as des gros qui essayent de build des positions, donc se mettre face à eux, je pense pas que ce soit une bonne idée. Après, dans le cas où, je sais rien, tu commences à perdre ce niveau-là, etc., et que tu commences à faire peur aux gens qui sont placés sur ce W, je dis pas. Là, clairement, si jamais on a un retest de cette zone ici, d'ailleurs j'ai des alertes, je sais pas si vous les voyez à droite là, c'est le genre d'endroit sur lesquels tu as envie de jouer de la consolidation. Et dans le même cas, alors pas exactement le même cas, mais dans le même style, tu as SNX quoi. Tu as SNX qui, au passage, tu as ce petit lot qui se fait chasser ici, et derrière tu arrives à faire un higher low, et donc là on n'arrive pas encore à clôturer et de faire un higher high, mais tu vois, tu as une consolidation depuis quasiment un an, une consolidation qui est volatile, mais une consolidation assez longue après un moins 95%. Pareil, ça je surveille et c'est exactement ce genre de graphique que j'ai envie sur lequel j'ai envie de me positionner avec une stratégie SHAD, SHAD typiquement ou autre pour en profiter quoi. Donc voilà. Je sais pas si ça vous parle les potes, mais
ne dormez pas sur ce que je vous dis. Ah là, Parce tu nous as que identifié des beaux protocoles fondamentalement en DeFi. Tu as pas montré AAV? AAV, moins beau peut-être que Synthetix Maker? alors AAV, tac. AAV, moi, ce qu'il me faut, c'est une clôture weekly, voire monthly au-dessus des 90 $. Pour moi, en fait, le truc, c'est que sur AAV, tu le vois que la dynamique, on est toujours sur des sommets de plus en plus bas Ah, il y a pas de et W. des clôtures de plus en plus basses, en fait. Donc là, il n'y a pas de quoi me faire bander pour l'instant, tu vois. Mmh. Mais si on commence à clôturer au-dessus et que derrière on retrace, pourquoi pas essayer d'acheter un higher low. En plus de ça, ici, on a chassé sous ce low, donc ce serait pas mal. Enfin, moi, ce qui me permettrait d'agir, c'est un truc comme ça, et à ce moment-là, on clôture et j'essaye d'acheter là. Ou que d'un coup, on pousse au-dessus, qu'on fasse des belles clôtures, qu'on retrace, qu'on mette tout le monde en PLS, et à ce moment-là, que j'essaye d'acheter ce higher low. Ou qu'on ait une belle clôture ici, qu'on ait un retest et qu'on ait un setup bull ici pour acheter le flip de cette résistance en support. Parce qu'en vrai, quoi qu'on en dise, ici, je sais pas si tu le vois, mais la résistance, elle est ultra claire, elle a été encore touchée ici. Mais voilà ce qui me permettrait d'agir. Mais pour l'instant, too soon pour AAV. Et ce qui est marrant de voir, c'est que en soi, Compound, Maker, c'est un peu dans le même registre, quoi. SNX dans un registre un peu différent. Mais voilà, c'est intéressant à observer. J'aimerais juste clôturer vite fait les analyses avec mon petit screener sur Messari, qui est entièrement gratuit. Je ne gagne rien à vous le partager. Je vous l'ai mis tout simplement dans le chat. Et en fait, vous pouvez tout simplement voir ce qui perf. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce qui perf, par exemple, sur les 30 derniers jours. Et on voit que j'ai pas loupé ceux que j'ai en tête. On voit que dans les top performers sur les 30 derniers jours, donc 135% compound. Ensuite, on a HXRO, que je connais de nom, je crois, c'est du perf. C'était sur FTX. Je sais Ouais, plus ce c'était un que truc de c'est. perf, Mais un c'est truc DeFi, ouais. T'as Stellar qui en général est assez corrélé à Ripple. T'as Ouais, Maker. c'est un fork de Ripple d'ailleurs. T'as Synthetix, t'as Solana, t'as Link. Donc tout ce Et que je après, regarde tu en as soi. Bit. Tu as Bit. Donc Tu as Bit absolument qui va se transformer en excuse-moi. mental. Ouais, voilà, tu as Bit. Je sais pas si non, pas vraiment va se transformer en mental, mais visiblement, tu peux claim des tokens mental en ayant du Bit. Tu as une Et corrélation. en vrai, plutôt sympa ce reclaim de support sur Uniswap, honnêtement, vraiment sympa. On a quelques highs qui s'accumulent ici. Donc je pense que par exemple, je dis pas qu'acheter de l'Uniswap maintenant c'est une bonne idée, mais je pense qu'avoir de l'Uniswap dans son bag sera jamais une ultra mauvaise idée. Tu t'es fait excuse-moi, je te coupe. Tu t'es fait une espèce de moyenne de drawdown sur tous ces jetons DeFi là entre le top et le bottom. On est à moins 90%, mais en gros, sur mon screener que je vous ai partagé, tout à droite, vous avez down from ATH et vous avez les stats. Donc on est. Alors, on a rebondi, mais on est en 90%. Divisé par 10. Voilà, 90, 95. vous le saurez si jamais il y a un nouveau bull run, les copains, votre coin préféré dont vous êtes absolument convaincu qu'il ne baissera jamais peut diviser par 10. Hein. C'est tous les cycles pareil. Et par 10 ou par 20 hein, d'ailleurs. Ouais. Et quelqu'un qui me demande mon opinion sur Chiliz. D'ailleurs, le BTC qui pump, qui est en train de réintégrer proprement son range. On ne va pas se plaindre. Hein. Alors, CHZ, Chiliz, j'ai craché dessus pendant longtemps. Enfin, en tout cas, j'étais pas très optimiste pendant très longtemps. Et tu parles bien entendu du prix du jeton, hein, pas du projet. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai acheté là et j'ai revendu genre là. Donc voilà, ça arrive les gars. Ouais, j'ai dû acheter vers les... Ça me semblait plus élevé, mais à 2-3 centimes et j'ai dû le revendre à 6 avant que ça explose. Bref. Mais ça m'a pas frustré. Hein. Enfin, ça m'a pas donné un biais bear à cause de ça. Mais Chiliz, en gros, moi, j'ai acheté, on est carte FTX, j'ai acheté du Chiliz là pour la première fois depuis très longtemps, autour des 7 centimes pour viser au minimum les 30 centimes. Pour moi, on a plein de high à aller chasser. Ça, pour moi, ça va être chassé. Et vu la gueule de support là, si jamais on a un regain d'optimiste, ça peut être vraiment très sympa. Mais là, c'est de l'ordre de l'investissement. Mais ouais, Chiliz, moi j'en ai acheté il y a un truc comme 2-3 semaines. Je m'attendais pas à acheter du Chiliz sur ce cycle, depuis FTX, etc., où j'ai perdu des jetons. Mais ouais, j'en ai acheté très récemment. Et je suis un peu moins bear qu'avant. En fait, le truc, c'est que tu te retrouves un peu dans ce scénario où El Famoso, soit ça va à zéro, soit ça rebondit. Et le truc, c'est que là, actuellement,
si je l'achète et que je veux aller au moins chasser les stops, j'ai un risk reward de 3. Donc soit ça va à 0, soit je fais soit le jeton fait 1 x 3 x 4 pour moi. Donc bon, je pense pas que c'est le pire des deals. Alors ça se trouve ce truc là ne rebondira pas, prendre le camp des pessimistes. Mais je pense que revoir un Chili's un jour à 30 centimes, ça me paraît pas du tout déconnant. Surtout que maintenant ils ont leur chaîne, c'est un gas token. Enfin voilà. En tout cas moi personnellement Chili's risk reward de 3, mais le risque est beaucoup trop gros, IMO. Bah, après, plus la probabilité que pour toi on aille chercher ton stop loss, plus elle est haute, plus tu réduis ce que tu risques sur ce trade là, tu vois. Moi personnellement par exemple mettre 1% de mon capital, si je peux mettre 1% de mon capital et en gagner 3 et dans le pire des cas, je perds 1% de capital, c'est pas la fin du monde. Et pour moi, la probabilité que ce scénario, enfin en tout cas qu'on aille hit mon TP, je pense qu'elle est au-dessus de 70%, tu vois. Au-dessus de 70%. Après, je sais pas quand, tu vois. Et peut-être qu'il aura super fermé tout le marché lorsqu'il aura hit mon TP. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc. Et d'ailleurs, tu as dit un truc intéressant, sans le vouloir. Tu as dit, c'est devenu, ils ont leur propre blockchain, ils ont leur gas token. Tu sais que j'en parlais à l'ETHCC, on me demandait dans le chat de l'alpha de ETHCC. Le seul alpha que je peux vous donner, parce que je le savais pas, c'est que CNetwork va passer mainnet bientôt, donc ça va devenir la blockchain la plus rapide de l'écosystème Cosmos. En fait, on m'a dit des trucs très bears sur NIR Protocol. On m'a dit que tout le monde partait là-bas. Et on m'a aussi dit, qu'on finisse sur les insiders, de ce qu'on m'a dit. Je pourrais pas citer les sources, les gars. Mais on m'a dit que le head of BNB Chain partait. Ou en tout cas qu'il était déjà parti, qu'il avait posé sa dème. Je sais pas si c'est public ou pas, mais on me l'a dit. Et je ne citerai pas la source. Et encore une fois, ça se trouve c'est totalement faux. Que vous le sachiez. Mais voilà, on en a d'autres, mais il y a des trucs qu'on peut pas dire. Oui, il y a des trucs assez chauds. Mais pour les trucs un peu plus optimistes, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que tous ces protocoles DeFi, tu vois, tu as montré Maker tout à l'heure, tu as montré Uniswap, etc. Aujourd'hui, c'est des jetons de gouvernance, on bat un peu les couilles. Mais s'ils font leur propre blockchain ou leur propre roll-up et que ça devient un gas token du roll-up ou de l'upchain, là, ça donne beaucoup plus d'utilité au jeton qui, de base, n'est qu'un jeton de gouvernance. Ça peut être une superbe narrative de bull run. Et d'ailleurs, alors c'est pas exactement la même chose, mais il y a Matic qui va rebrand en POL. Ouais. Et moi, j'en ai acheté à 50 centimes. J'ai quasiment fait un x2, quoi. J'ai fait un plus 70%, plus 80% dessus. J'en avais parlé sur Twitter vite fait, mais très content de cet achat, alors que beaucoup de gens étaient en panique à ce moment-là. Alors, est-ce que on n'ira plus jamais sous ce prix-là? J'en sais rien. Est-ce que j'ai TP sur Matic? Non. Mais en tout cas, il y avait des opportunités sympas au moment où Gensler nous a tous chute. Alors, en fait, la question que je me pose, est-ce qu'on va pas... Alors, c'est pas exactement le même registre. Je réfléchis à voix haute. Mais tu te souviens, il y avait une période où Elon Musk parlait sur le marché et avait énormément... Et après, tout le monde s'en est foutu. Où ça n'avait plus d'impact sur le prix. Tu te souviens, ça finirait pas comme ça avec au bout d'un certain moment. Avec Gensler alors Gensler, c'est pas le même registre. Enfin, en fait, concrètement, il est au pouvoir. il peut vraiment décider de choses et avoir un impact sur le marché. Mais à force de répéter la même chose, il n'y a pas vraiment de nouvelles news. Donc, en vrai, le vrai risque, c'est qu'il y ait une prise de décision qui soit ultra négative sur l'écosystème. Mais pour moi, là, c'est noir ou blanc quasiment. Il y a plus trop d'entre-deux. Il y a de ça, et puis tu vois, à la base, tu voulais pas parler de ça non plus, mais on a eu Elon Musk, on a SBF, qui vont être les prochains gourous du prochain bull run. Qui sait qu'on va écouter constamment, quoi qu'ils disent, on va prendre au pied de la lettre, tu vois, c'est la question que je me pose aussi. Bah déjà, les gens remettent en cause Easy, là. Je pense que le fut sur Binance et tout, ça les a un petit peu calmés. Après, ce que j'expliquais à des gens, à des proches sur BNB, en vrai, BNB, pour vous dessiner un petit peu les marteaux, ça me fume. Mais la bottom zone, enfin en tout cas la zone dans laquelle les alts aiment bien retracer, au minimum 78 à 80%. Et d'ailleurs, tu voulais, enfin je sais pas si tu veux lâcher l'info, mais il n'y avait pas une histoire de cascade de liquidation à $220, etc. avec des protocoles. Exact. Alors moi j'ai parlé avec le deuxième plus gros protocole DeFi de BNB après PancakeSwap qui s'appelait Tena, je crois. Il me disait qu'en fait, visiblement sur un gros protocole, Venus, il y avait beaucoup de potentiel liquidation en dessous de $220. Alors je sais que récemment, on a fait un article dessus. Ils ont burn un demi-milliard de dollars de jetons. Mais si on passe en dessous, ça risque d'être violent et ça risque de sécher beaucoup de monde et donner encore moins envie d'investir dans l'écosystème BNB et dans sa DeFi, etc. Et c'est un cercle vicieux.
Moi, ce que je peux vous dire, les gars, à coup sûr, alors la size changera en fonction de ce qui se passe, mais si jamais on retourne dans cette zone sur BNB, j'en achèterai quasiment à coup sûr. La question, c'est à quel point j'en achèterai beaucoup ou pas, en fonction de la conviction que j'aurai. Mais si jamais on va dans cette zone ici sur BNB, j'en achèterai quasiment à coup sûr. Parce que quoi qu'on en dise, BNB a énormément de parts de marché, ils se font FUD. Peut-être que ça ira mal, peut-être que ça ira bien moins, enfin que ça ira moins bien qu'à leur prime, par exemple, en 2021-2022. Et j'ai du mal à croire que BNB ou en tout cas le Binance disparaisse. Et donc, si jamais on a beaucoup de chutes dans cette zone-là et que j'ai pas mal de liquidités et que il n'y a pas des trucs genre fondamentalement qui sont ultra inquiétants ou en tout cas que j'arrive à me projeter, bah j'en achèterai à coup sûr. Alors, je me permets de répondre à vous voyez Binance tomber. Maintenant, en crypto, je peux plus te répondre non, ça craint rien, ce serait horrible. Tu vois. Rien n'est impossible Maintenant, en crypto. Donc, voilà. Maintenant, pour rationaliser un peu le propos, ce qui s'est passé avec FTX, c'est qu'en fait, c'était une même bulle qui était FTX, Solana, Altcoin Solana. Donc, c'était tout ultra corrélé. Déjà qu'on est sur un marché extrêmement corrélé au BTC, là pour le coup c'était une gigabulle. Chez Binance, bon bah ils ont du BNB, ils en ont beaucoup, mais ils ont du BTC, ils ont de l'Ether, ils ont plein d'autres actifs. De toute façon, vous allez sur le Proof of Reserve de Nansen et vous le verrez. Donc il y a ça. On sait aussi qu'ils ont fait beaucoup de licenciements. Publiquement, on est sur 1000 licenciements. Nous, on nous a dit en off que c'est beaucoup plus. Nous, je sais pas si on peut donner le nombre. Non. On va pas donner de nombre, mais on nous a dit beaucoup plus, mais c'est source Trust Me. Source Trust Me Bro, donc ne vous basez pas sur ça, mais pour donner un ordre d'idée, ce serait plus du double. Donc voilà, il y a ça. Après, on a un gros trader qui s'appelle, je crois que c'est Adam, qui leur tombe un peu dessus régulièrement pour dire, bon bah voilà, je crois Adam Crochan, ah mais il a changé sa PP. Il me semble que c'est ça. Hein. Qui leur a fait plein de FUD en mode, ouais, c'est chaud, vous avez plein d'employés qui sont obligés de partir la queue entre les jambes, qui peuvent même pas dire qu'ils sont partis, etc. Vous dites que vous recrutez en masse, mais en fait vous recrutez pas. Moi j'ai rien contre Binance, hein. C'est juste que c'est aussi notre devoir de vous dire un petit peu ce qui nous passe par les oreilles pour que vous puissiez agir ou non en conséquence. Dans un sens, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce licenciement aussi? Bah, s'ils licencient en backstage, c'est pour pas que ça se sache, mais s'ils licencient au backstage, c'est pour réduire les coûts. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent. Mais et tout ils le ont monde tout l'a intérêt, fait, c'est juste que eux ils l'ont pas fait jusqu'à maintenant, en tout cas pas de la même manière. Donc, et surtout qu'ils ont aimé se vanter de ne pas l'avoir fait. Oui, avant. c'est plutôt la manière dont ils ont communiqué dessus. Mais ce qu'il faut se dire, si je devais le tourner positivement, c'est que tout le monde a licencié. Quasiment tout le monde. Je pense que 80% de l'écosystème a réduit la voilure avec ce bear market là. Donc le fait qu'ils licencient, pour moi, c'est pas le plus gros des red flags. Mais la manière dont ils l'ont joué, ça m'a un petit peu fait penser à. Tu te souviens quand FTX il disait ah mais non, on est très solide, on est prêt à racheter les boîtes qui sont en faillite. Et puis là, d'un coup, c'est Binance qui est très solide et qui emploie même dans le bear market. Et puis au final, on dit qu'il licencie. Enfin, donc bon, après, moi je vais faire une interview avec le PDG de Binance France, a priori dans les prochaines semaines. En tout cas, on m'a validé qu'il y aurait une interview, je ne sais juste pas quand. Donc ce sera l'occasion d'en parler. Et à ce moment-là, on parlera avec quelqu'un qui est mieux calé qu'une discussion entre guillemets de comptoir, même si je pense que les références qu'on a et ce qu'on entend à gauche à droite n'est pas totalement désintéressant. Exactement. Voilà. Exactement. Et voilà, c'est-à-dire que si Binance tombe, en très solide, il nous reste pas grand-chose. Hein. Il va nous rester du Kraken, du Coinbase, Kraken et du Bitfinex. Bitstamp. Ouais. Bitstamp, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas à quel point ils ont les reins solides. Et après, si côté chinois, Bybit, Bitget sont pas trop mauvais aussi, mais on n'est pas sur les mêmes échelles de grandeur quand même par rapport à du Coinbase. Ouais, après ça dépend si tu regardes en nombre d'inscrits ou en volume, tu vois. Maintenant les Bitget, les Bybit, c'est énorme en volume. Hein. Donc, Moi, crypto.com, les gars, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Ils ont trop de Shiba en caisse pour. Non, je rigole. Je les trouve. Je suis le cul entre deux chaises. Ils ont fait du sponsoring, etc. Je sais pas à quel point ils ont de la liquidité et du solide. Crypto.com. Moi, crypto.com, j'y mettrais pas un pot, moi. Pas un pied. J'ai toujours déjà, on sait d'où il vient, en fait. Donc, à partir de là, quand ils ont déjà menti sur Monaco Card, etc. Et que, enfin bref, moi, j'y mettrais pas un pied. J'irais pas trader dessus.
Encore une fois, ça ne regarde que moi. Ouais, Et dans mais tous les cas, ils proposent pas forcément les produits qui m'intéressent. Donc, mais moi personnellement, j'irai pas mettre mes fonds sur crypto.com. pareil. Actuellement, avec Pareil, les actuellement, j'ai ce biais par que rapport j'ai à du mes mal affinités. à enlever. Ce biais que j'ai du mal à enlever. Précision quand même pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous écoutent pas trop, qui nous connaissent pas trop. C'est pas parce que on a des préférences pour un Binance ou pour un tel. Je veux dire, on est impartial avec tout le monde. Mais toujours est-il que nous, sur le bull run de 2017, on les a vus avec Monaco faire. On les a vus ensuite, une fois rebrand crypto.com dire ouais, on va jamais burn du token et peu de temps plus tard burn du token, changer les offres commerciales tout le temps. Et c'est des pratiques Le CEO, que il m'inspire j'apprécie pas pas trop. confiance en fait, Ouais, personnellement. c'est des trucs que j'apprécie pas trop, c'est tout. Oui, il y a OKX qui est aussi très solide, tout à fait, très très solide. Mais juste qu'on se mette bien d'accord, des fois on a des critiques, par exemple, envers certains acteurs qui sont par rapport à nos affinités personnelles. Moi, ça m'empêchera jamais de faire une interview avec ces personnes-là, parce que justement, c'est Oui. intéressant de les challenger. Et moi, personnellement, je peux avoir un biais, mais par exemple, quand on va faire un contenu, par exemple, interroger ces personnes sur Coin Academy, c'est pas forcément qu'on endorse, qu'on soutient cette marque-là. C'est que en tant que média, il faut donner la parole à tout le monde, qui vont pouvoir soit vous rassurer, soit confirmer des biais que vous pouvez avoir. Tu peux développer sur Nier, Léo, ou pas, les gens qui se cassent? On m'a dit qu'il y a des gens qui partaient là-bas et qu'il y a pas mal de gens qui en parlaient en mal. Après, j'ai pas 10 000 infos Ok. supplémentaires. Mais Tu de parles ce qu'on m'a dit, d'employés c'était. Nier ou de builder sur Nier, Je d'ailleurs? crois que c'est un peu des deux, mais c'est pas le truc sur lequel j'ai eu le plus d'infos. Donc, Ok, très bien. parfois, je pense que même si c'est pas confirmé ou quoi que ce soit, je pense que c'est bien aussi d'être transparent avec ce qu'on Mm. entend, etc. Mais encore Et une fois, vous faites la part des choses. Et si vous croyez fondamentalement à Nier, c'est pas ce qui vous fera changer d'avis, dans tous les cas. c'est ça. Donc, Non, et puis on essaie de vous préciser aussi à quel point la source elle est elle bonne est ou fiable ou pas, pas. parce qu'on entend toutes sortes de choses, hein, mais généralement, ce qu'on entend, quand c'est du positif, il faut s'en méfier, mais quand c'est du négatif, souvent c'est vrai, tu vois. Ça, par contre, je vois rarement des gars cracher sur un projet ou quoi, ou dire des trucs et que derrière ce soit totalement faux, tu vois. Donc bon, faites la part des choses. Écoutez, on va pouvoir enchaîner sur pas mal de choses, que ce soit Yes. de l'actu, du fonda, des bonnes nouvelles, le THCC, voilà, plein de choses. On nous J'espère demande que comment va le GOAT Vitalik parce que il y a eu la ah, rencontre. je suis obligé de faire la parenthèse. Alors déjà, Abdel me dit, ouais, il y a Vitalik qui va venir. Moi, j'ai fait pour parler de Kakarot. Donc Kakarot, si vous voulez, c'est un Layer 3 EVM sur Starknet. Starknet ne gère pas l'Ethereum Virtual Machine de base, et c'était un projet communautaire qui était fait avec Abdel, Elias et d'autres personnes de la communauté pour pouvoir faire une sorte d'émulation de l'Ethereum Virtual Machine avec le langage de programmation de Starknet. Bref, il s'est trouvé que ce projet a beaucoup plu à Vitalik, déjà que Vitalik aime beaucoup Starknet, et du coup, il est devenu investisseur et advisor de Kakarot, et il est venu pitch Kakarot pendant la Starknet. Donc, on a rencontré le GOAT, grande tige, avec son petit, son espèce de chapeau à la russe, très marrant, très marrant. Moi, j'ai des potes autistes, hein, et c'est pas méchant quand je dis ça, hein, mais j'ai des potes autistes qui sont très introvertis, assez mal à l'aise en public, etc. Mais alors là, j'avoue que j'avais vraiment affaire à quelqu'un d'extrêmement mal à l'aise. C'est-à-dire que, Pas avec tu vois, toi il en était général. Ouais. en général, il était en mode side-eye et tout. Il voyait qu'il parlait à Abdel. Il voyait que tout le monde voulait prendre des photos avec lui. Il était non, pas de photos et tout. Moi, je me suis permis de dire à Vitalik, may I shake your hand? Il m'a tendu la main, je lui ai serré la main. Dans ma tête, j'étais en mode photo, mais je le sentais tellement mal à l'aise, j'ai même pas essayé, quoi. J'avais l'impression de lui pourrir la vie, tu vois. Et Mais en après, fait, c'est normal, tu vois. Enfin, mm, après, faut respecter les gens, tu vois. ah ouais, mais tout Moi, à j'ai fait. pris Mais une en fait, petite vidéo parce que j'ai pris une vidéo d'ensemble et je voulais montrer ce qui se passait. J'ai pas fait un gros plan sur sa tête en mode Yo, TikTok, ouais, ouais. mec, c'est quoi le prochain, je sais pas. C'est ça. Mais vraiment, ce mec, il inspire le respect. Un De point, fou. laisse tomber. Et d'ailleurs, alors plusieurs choses. La première chose, c'est que il va être mal à l'aise, et dès qu'un gars va venir lui parler de tech, il y a un sourire qui va s'esquisser sur sa tête et la machine à parole va s'enclencher direct. Ça, c'est la première chose. Je trouvais ça très intéressant. La deuxième, c'est que je parlais avec un autre gars qui visiblement connaît le marché. C'était quand j'étais à Epitech, du coup, et il me disait qui fait la force de Vitalik, au final, c'est pas qu'il soit brillant techniquement, parce que pour les gens qui l'y connaissent moins, pareil pour quelqu'un de brillant techniquement, et c'est pas quelqu'un de mauvais, mais il m'a dit c'est plutôt que humainement il est top,
top et que c'est un excellent orateur. C'est quelqu'un qui a une très forte capacité d'exprimer sa pensée et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Ethereum peut-être en est là où il en est aujourd'hui et pas forcément sa brillance technique. Voilà, donc c'était la petite parenthèse Vitalik pour les intéressés. On va pouvoir enchaîner. Bah, il fallait en parler quand tu. Mec, Mm. je sais pas comment vous dire en fait. C'est tout l'écosystème, c'est l'enfant de Vitalik quasiment. Enfin, Ouais, et de Satoshi. c'est, Sauf que Satoshi, c'est. on peut pas le voir, donc voilà. Ouais, voilà. Ça se résume à peu près à ça, parce que j'ai vu des Bitcoin Maxi se moquer de mon tweet quand tu fais un tweet. C'était à titre humoristique, hein, je parlais de Dieu existe. Alors, entre les religieux qui m'ont dit faut pas parler de Dieu et ceux qui étaient pro Ah, mais Bitcoin qui m'ont dit. un peu d'ironie ne fera pas de mal aux maximalistes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, ça m'a fait très plaisir en tout cas, parce que c'est un beau projet, inspirant et qui nous a fait gagner beaucoup d'argent. Le personnage Vitalik, je kiffe de fou, donc voilà. Écoutez, je vous propose d'enchaîner sur l'actualité très rapidement. Epitech l'école à Paris, ouais, ils faisaient un événement, avec des ateliers autour du Web3. Alors pour les actualités, déjà la première très bonne nouvelle, Binance accepte enfin Lightning Network. C'est-à-dire que si vous voulez vous y mettre pour déposer vos fonds ou pour les retirer, Binance gère enfin Lightning. On a fait un tuto notamment sur Coin Academy dans la formation Bitcoin pour utiliser un wallet Lightning. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, on va pouvoir progressivement utiliser Lightning un peu partout. Si vous avez un commerce, je sais pas, un bar ou quoi, et que vous voulez accepter du Bitcoin, bah, plongez-vous sur Lightning. C'est hyper facile de monter un nœud ou de passer par le nœud de quelqu'un d'autre pour recevoir des paiements qui sont instantanés, il faut le dire, avec des frais quasi nuls. On est vraiment au centime du dollar la transaction. Donc, on n'a pas tous les désagréments du BTC. Et le fait que ce soit Binance qui le gère, c'est cool. Et prochaine étape, ce sera Coinbase aussi. Et là encore, on devrait avoir une adoption massive de Lightning. D'ailleurs, j'ai pas regardé la capacité du réseau. Enfin, j'ai pas essayé de la visualiser, mais sur le site que je vous ai mis, MempoolSpace, je pense qu'en grattant un petit peu, vous pouvez voir à quel point ça Sur évolue. Glassnode, il y a, je crois. Si tu le retrouves, je veux bien que tu passes à l'écran tout à l'heure. Ensuite, on a Vitalik, du coup, qui, lors de l'ETHCC, a parlé de Account Abstraction. Je ne savais pas, je connaissais déjà le concept, hein, c'est le fait qu'un wallet devienne un smart contract, ce qui permet de faire beaucoup plus de choses et potentiellement déjà d'arrêter de réfléchir en termes de seed phrase, de 12 mots et de trucs comme ça. Mais aussi, il est aussi question de sponsoring de transactions ou de parrainage de transactions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais une transaction sur l'écosystème Ethereum, que tu as envoyé des Uniswap, que tu as envoyé n'importe quel token ERC20, il faut que tu payes en gaz. Et ben avec le Account Abstraction, tu pourras payer avec n'importe quel token pour envoyer ta transaction. Donc ça va être plutôt sympa. Et il y aura aussi du sponsoring de transactions dans le sens où bah, tu pourrais faire en sorte qu'une DApp, elle paye les frais pour toi de transaction quand tu veux effectuer certaines actions. Donc quand tu veux onboarder des gens et que tu es prêt à taper dans ta trésorerie pour leur faire essayer le produit, et ben tu seras en capacité de le faire. Donc cette Account Abstraction, elle va arriver progressivement. Il y a beaucoup de projets qui s'y mettent et c'est vraiment pas mal. Oui, Cosmos le fait déjà, je crois, Dallas, ou va le faire sous peu. Je repasse sur mon écran parce que du coup j'ai l'info Ouais. par rapport au réseau Lightning et sa capacité. En tout Ça cas, stagne, non? ça a légèrement baissé là. Donc ça c'est la capacité du réseau. Donc ils disent le montant total bloqué dans le réseau Lightning. Et voilà, globalement, c'est le montant total qui est bloqué dans le réseau Lightning. Et genre la moyenne de la taille des canaux. Ici, tu as le nombre de canaux sur Lightning. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut montrer d'intéressant avec donc mes ça bouge connaissances. pas trop pour le moment, quoi. À surveiller plus tard. Je repasse sur ton écran. Pas de souci. Alors, on reprend. Après, on a Wormhole. Vous savez, c'est un bridge Wormhole qui annonce son app chain qui s'appelle Gateway. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, c'était un des bridges qui avait le plus de liquidité, qui avait reçu un piratage de fou furieux de peut-être centaines de millions de dollars de jetons. Et c'était un gros fonds qui avait tout. En gros, qui avait payé de sa poche le trou pour que le piratage passe comme une lettre à la poste. Et après, ils ont rebrand Wormhole en portal pour que ça fasse pas trop mauvais marketing. Et jusqu'à présent, bah, du coup, le problème qui était lié au piratage à l'époque sur Wormhole, c'était quoi? C'était que justement, quand tu as par exemple des Ethers sur Solana, bah, en fait, d'un côté, tu as les Ethers sur la blockchain Ether, et après, tu as un produit dérivé d'Ether, donc un token wrappé sur Solana. Donc du coup, bah, tu crées 2 jetons à partir de 1, et en cas de piratage, ça fout tout par terre. Et là, l'avantage avec cette app chain, c'est qu'on va commencer à réfléchir en mode écosystème Cosmos. On va pouvoir faire transiter les jetons d'une blockchain A à une blockchain B sans bridge. Donc déjà, en termes de sécurité, c'est bien mieux. Donc l'avantage de cette app chain, c'est que ça va rajouter une couche de sécurité supplémentaire déjà dans un temps 1, mais ça va permettre aussi d'interconnecter tout l'écosystème Cosmos à l'écosystème déjà existant du bridge Wormhole.
Donc on a du Solana, on a de nombreux Layer 2, on a du Sui, on a du Aptos. Donc on va avoir beaucoup plus d'interopérabilité et ça va permettre d'avoir plus de liquidité dans les deux sens. Voilà. Donc, quand on parle d'AppChain, pour ceux qui n'ont toujours pas compris de quoi il s'agit, c'est d'avoir une blockchain dédiée à une application décentralisée, plutôt que d'avoir cette application décentralisée qui tourne soit pas du tout sur la blockchain, donc elle n'est pas décentralisée, soit qui tourne sur un roll-up ou autre qui est partagé avec les autres. Ça permet d'avoir ton Comme propre réseau de DYDX au final. validateurs. Exactement, c'est la même chose. Du IDX, ça va être une AppChain. Donc, soit tu parles d'AppChain dans le cas de Cosmos, où c'est une blockchain souveraine, soit tu parles d'AppChain dans le cadre des Layer 2, où en fait, tu vas avoir par exemple un Layer 2 ou un Layer 3 qui ne partagera pas sa bande passante avec les autres. Et pour moi, voilà, faites dans ce que vous voulez. Tout le prochain bout de run, ce sera ça. Et j'irai même plus loin. Ça, c'est Abdel qui me l'a dit. Pour lui, un Layer 1 malin, c'est un Layer 1 qui va devenir un Layer 2 sur Ethereum pour pouvoir survivre. Parce que s'il reste de son côté, donc faites-en ce que vous voulez. Tu as dû entendre parler de Mina Protocol, un truc en ZK apparemment. Donc je ne sais pas si c'est public, mais apparemment Mina envisagerait de devenir un Layer 2 au lieu d'être un Layer 1 à lui tout seul. Voilà pour Wormhole. Ensuite, on a Bitcoin pour soutenir le dollar américain et plus-value crypto exonérée d'impôts. Alors, c'est le neveu, je crois, de président Kennedy qui avait été assassiné. Il s'appelle Robert Kennedy Jr., qui est candidat à la présidentielle. D'ailleurs, il n'est pas républicain, il est démocrate, mais qui est pro-crypto. Apparemment, il détiendrait des bitcoins et il a une politique très favorable à la crypto. Et donc, lui, il explique que s'il est élu, la conversion de bitcoin à dollar, ce sera exonéré d'impôts. Et on backera les dollars par des bitcoins, comme avec l'or à l'époque, avant la fin des accords de Bretton Woods, pour ceux qui ne le savaient pas, jusqu'à très longtemps, les dollars qui étaient émis par la Banque centrale américaine étaient backés par de l'or. C'est-à-dire que si on comptabilisait l'or et qu'on disait, je sais pas moi, on a 150 millions de dollars d'or, eh bien, on a 1 milliard de dollars américains Donc, avec un rapport 15 plus d'impôts crypto s'il est élu, en gros. Plus d'impôts Bitcoin. Ah, c'est que sur Bitcoin. Ok. Ouais, parce que, bon, là, il y a marqué exempter les crypto-monnaies, mais je suis pas sûr de cette information. C'est écrit la crypto-monnaie, donc peut-être il Ouais. parle de Bitcoin. Ouais, donc je vais rester sur Bitcoin. Excusez-moi, je l'ai fait tout à l'heure dans le train, l'article, donc j'ai pas encore tout par cœur. Affaire à suivre, un candidat pro-crypto qui est un des favoris avec Trump, donc on suivra ça avec attention. Ensuite, ah oui, à savoir qu'il est taxé de complotiste aussi, parce que comme c'est le neveu de Kennedy et qu'il y a des grandes rumeurs comme quoi ce serait la CIA qui aurait assassiné son oncle à l'époque, et qu'en plus de ça, il était très défavorable à tout ce qui était passe vaccinal, enfin campagne vaccinale et compagnie. Bon, on est sur un bon candidat pour plaire à la communauté crypto, mais pas forcément un bon candidat pour plaire à la communauté de manière générale. Ensuite, donc c'est SG Forge qui est Société Générale Forge. C'est une filiale de la Société Générale spécialisée en crypto-monnaie qui obtient la première licence PSAN. Alors vous allez dire, comment ça la première? Il y en a eu plein. Non. Les premiers Il y en agréments. a deux. Voilà, il y a la première étape qui est l'enregistrement PSAN où tu te rapproches du régulateur. C'est un dossier qui met 3 à 9 mois en général. Ça, vous le savez si vous écoutez les vidéos sur YouTube. Et là, on est sur la délivrance de l'agrément. Donc là, ça veut dire c'est bon, c'est validé, feu vert. Feu vert, donc c'est bien, c'est le premier. Il va y en avoir d'autres après. Ce qui est intéressant, c'est que le premier à obtenir un agrément réglementaire pour faire de la crypto, c'est une banque. Ça fait beaucoup de bruit pendant le THCC. Moi, ça me dérange pas. Et pour ceux qui seraient intéressés, tu vois, autre petit alpha, souvent on reproche à Tezos de ne pas avoir beaucoup de TVL pour du retail, mais il faut savoir qu'ils tokenisent énormément d'actifs pour la Société Générale notamment, des centaines de millions d'euros d'actifs. Donc, voilà. Il y a cette petite corrélation entre Tezos, qui est une blockchain faite par des Français notamment, qui a une grosse place en France, cette boîte qui appartient à la Société Générale, et le PSAN, qui est aussi de la réglementation française. Et voilà pour les actualités. Très rapidement sur les actus en bref, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants. À commencer par Celsius, il semblerait que ça avance bien, le cas Celsius, et que potentiellement pour la fin d'année, on pourrait voir un remboursement pour les clients, donc ça, ce serait extrêmement positif pour le marché. On a Binance qui a lancé son 24e burn de jetons. Encore une fois, un demi-milliard de dollars de jetons qui ont été burn. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois, on est à 145 millions de jetons en circulation. Pas dire de bêtises, je vais vérifier tout de suite. Circulating supply, ouais, un peu plus, 155. L'objectif à terme, c'est qu'on tombe à 100 millions. Donc le BNB est déflationniste et c'est un bon moyen pour eux pour essayer de maintenir le prix. Ensuite, on a enfin le stablecoin de AAV qui est sorti sur le mainnet, donc un stablecoin qui est backé par du AAV. Une nouvelle mise à jour sur le protocole zkSync qui notamment zkSync qui est un des layers 2 qui fait le plus de transactions en réel en ce moment. Je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs ils étaient top 1 en termes de transactions, sinon ils sont juste derrière Optimism et Arbitrum. Le Sénat américain qui veut réguler la DeFi comme les banques, donc avoir une réglementation plus stricte,
mais ça c'est pareil sur le circuit européen. Il va falloir suivre ça avec attention parce que ça peut être extrêmement négatif pour l'écosystème. Et pour terminer, Google Cloud, qui était d'ailleurs présent lors de l'ETHCC, je crois. On avait Amazon AWS aussi, donc les services cloud se font la guéguerre en ce moment. Ils avancent dans l'élaboration d'offres dédiées au Web3, Google Cloud qui est notamment validateur de blocs pour la blockchain Solana. Voilà pour les actualités en bref. Ensuite, merci à tous. Ah, peut-être qu'il y a eu une faute dans le titre, effectivement. Merci à tous. On a fait plus de 11 000 vues sur notre interview avec Sam de JDC, de notre Guardians. Interview qui est super cheveux de cool d'ailleurs. fou. Ouais, elle est bien là. Elle est bien, c'est notre vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne, qui nous a rapporté pas mal d'abonnés. Il y a eu plein de commentaires super cool, les gens ont kiffé le trio, on en fera d'autres de toute façon. D'ailleurs, j'étais avec Sam encore hier, on buvait des ricards, on rigolait bien. Et c'est un plaisir. Sachez que la chaîne Coin Academy se porte très très bien. On est quasiment à une vidéo par semaine avec du contenu divers Par jour, tu et veux dire? varié. Par jour, pardon. Par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo avec Sam de JDC sera peut-être découpée. Ça va dépendre de la motivation de CryptoPixou qui est avec moi ce soir. Mais ça pourrait bien arriver, ouais. Et on a une bonne douzaine d'interviews qui vont arriver également, en plus des épisodes masterclass. Et moi, je vais continuer des interviews en remote. Je me suis noté pas mal de contacts, notamment la Starknet Foundation. Je vous disais ça en début de vidéo. Et d'autres projets. Donc, on va bien charbonner. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch et sur YouTube. Demain, j'ai une interview avec le CEO de Kiln, qui est une solution de staking pour les institutionnels et les entreprises. Quand vous stakez sur Ledger, l'option par défaut, c'est de staker chez Kiln, pour ceux qui ne le savent pas. Donc Kiln, actuellement, c'est pour plus d'1 milliard, 1,1 milliard de dollars d'Ethereum stakés chez eux, en excluant les autres blockchains, ouais. qui est beaucoup. C'est quand même 5 à 10 fois moins que Lido, mais Lido qui sont très orientés sur le retail et surtout Lido qui travaille avec Kiln de plusieurs manières. Donc ça va être une grosse interview. Pour le coup, j'ai loué un petit local très sympa sur Paris pour faire un podcast avec un décor, un truc grave clean. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis, comme j'expliquais, pas mal d'autres interviews qui vont arriver aussi avec le CEO de Binance France. Normalement, avec Tammy Kabash, ça devrait se faire. Je négo pour avoir aussi des beaux noms de chez Ledger, Sorar et d'autres. Et je pense qu'on va avoir le CEO de Montpellerin aussi. Ouais. On va avoir plein de beaux noms, donc voilà, on a de quoi faire pour les prochaines semaines. Et franchement, je suis super content de ce qu'on propose sur YouTube et tout, parce que pour moi, c'est ça aussi le rôle d'un média, c'est de discuter avec les intervenants, les acteurs de l'écosystème, et de leur donner la parole pour dire ce qu'ils ont à dire et présenter ce qu'ils font. Parce qu'en vrai, les gens qui sont intéressants, c'est surtout eux. Même si on peut l'être de plusieurs manières, mais c'est eux qui build et qui écrivent un petit peu le futur et qui font que vous utilisez la blockchain de plein de manières. Donc très content d'avoir ces gens-là sur la chaîne. Franchement, on vous régale. On vous régale. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et sur Twitch. Je vous mettrai nos Twitch d'ailleurs sur la rediffusion de cette vidéo YouTube, pour qu'on soit un petit peu plus de fous sur les émissions masterclass. C'est tous les dimanches, hein. N'oubliez pas, tous les dimanches à 19h, on rate quasiment aucune émission. Bon, on a raté la semaine dernière parce qu'il y avait le THCC. Ça a été les vacances. Mais sinon, voilà, on essaie d'être vraiment actif et proposer beaucoup de contenu. Parenthèse aussi, moi je suis officiellement ambassadeur de Ultra. Donc je vais vous faire des streams sur des jeux, des vidéos sur des jeux, des trades, des contenus. Donc on va pouvoir faire un petit peu de gaming Web3. On va charbonner. Semaine prochaine, promis, juré, craché, ma chaîne YouTube dédiée à la crypto sort également. Donc voilà, plus d'excuses pour s'y mettre. On est chaud patate. On pose la question par rapport à l'ancien de chez FTX qui devait être interviewé par moi. Donc j'ai fait un appel de quasiment 1 heure avec cette personne-là pour préparer l'interview, qui s'est très bien passé. Et le matin de l'interview, donc le matin, j'ai reçu un message comme quoi ça allait pas être possible parce que cette personne, c'était compliqué pour plein de raisons. Donc je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûté parce que j'ai tout fait pour qu'on ait cette interview-là et surtout parce que je pense que elle aurait été importante pour pas mal de gens qui ont été impactés par ça, de savoir vraiment ce qui s'est passé. Voilà, ça s'est fait annuler à la dernière minute. Peut-être que j'aurai un talent de séducteur ou de négociateur qui fera que tôt ou tard cette interview se fasse, mais pour le moment... Voilà, je vous ai mis le calendrier des événements également pour ceux qui veulent faire des meet-up ou des événements crypto, soit pour la France ou l'Inter. Il n'y a pas tous les événements qui existent, mais on en a noté pas mal. Je vous le laisse bien entendu dans la description. Je vous le mets dans le chat aussi. Tu peux peut-être faire un tour sur offre d'emploi dans le menu ou même outils offre d'emploi.
Donc en Offre gros, pour d'emploi. ceux qui savent pas, on a maintenant un portail pour tout ce qui est recrutement, etc., sur lequel vous allez avoir tous les jobs, etc. Ah oui, et je crois que le service est en maintenance, donc Pas de ça souci. marchait il y Je vais a laisser 1 heure et demie. charger. Non, non, mais je pense que c'est en maintenance. Le service marchait il y a 1 heure et demie, donc c'est en train de faire des modifs. Mais bref, on va avoir un portail dédié sur la partie offre d'emploi. Donc ça, c'est très cool. Et j'espère qu'on pourra vous faire une grosse annonce la semaine prochaine. Une annonce qui devait être Ouais, faite cette semaine, qui a été ouais. un peu décalée, mais Mais on se bouge. J'ai une question pour le chat. Est-ce que vous vous souvenez, quand on a lancé le média il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai envie d'avoir un petit peu d'interaction dans le chat. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous étiez là pour 2021? moi, je me souviens. Ça dort dans le chat, hein. Oui, oui, on se souvient du Nirex. Comment ça va si vite? Oui. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on a lancé ce média, on avait tout approuvé et ah voilà, en fait, c'est qu'on a un décalage, mais il y a de la réponse. Donc oui, je disais, on a lancé ce média, on avait tout approuvé, donc on a fait beaucoup de contenu froid, on a fait des émissions sur Twitch régulières, on a essayé de sortir beaucoup de choses, on a pris le virage des NFT très rapidement, pareil pour les Play to Earn, etc. On a sorti plein de features. En 2022, on a continué d'avancer sur YouTube, mais on était moins actifs sur Twitch, on sortait moins de trucs. Là, les gars, on vous envoie du contenu sur YouTube, on va vous sortir des trucs vraiment stylés. Ça repart comme un bull run. Et si on est très bon, bah, ce sera peut-être nous qui allons relancer le bull run. Donc, je dis ça, voilà, C'est faites-en bien ce de que vous rêver. voulez. C'est bien de rêver. Voilà, Non, donc mais ouais, on bosse sur de belles choses et on bosse sur des choses qui vont nous permettre d'un peu plus interagir avec le média et d'avoir un peu plus d'impact sur celui-ci. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. On tease, mais en vrai, globalement, tout est prêt de notre côté. On attend juste la validation de 2, 3 trucs sur la partie légale. Pas avoir de soucis, ouais. mais Qu'est-ce que je voulais dire? On n'était pas là pour l'émission précédente, donc je vais parler d'une actu qui est pas tout à fait fraîche, mais qui a été carrément violente. C'est le bridge multi-chain qui a stoppé avec 1 milliard de dollars d'actifs. Je vais vous la faire très très courte. Alors, on nous disait que c'était un bridge décentralisé, patati patata. On s'est rendu compte que tous les nœuds étaient gérés par une seule personne, à savoir le CEO de Multichain. Le CEO de Multichain a disparu des radars. On ne sait pas ce qui s'est passé. La rumeur serait que c'est le Parti communiste chinois qui l'aurait attrapé, mais on n'en est pas certain. Donc l'équipe de Multichain, à l'exception du CEO, essaie de trouver des solutions, mais n'en a pas. A pris contact avec la sœur du CEO. Au début, elle répondait, après, elle répondait plus. Donc ils ont dit, bon, bah, on arrête tout. Ça a été extrêmement violent pour le jeton Multichain, mais aussi pour tous les actifs des utilisateurs sur Multichain. Et moi, personnellement, je suis emmerdé parce que je suis quelqu'un de très proche qui a des BTC wrappés sur Multichain et je sais même pas quoi lui dire parce que vu que ça a pas l'air d'être émis directement par tu sais, t'as le WBNB sur Ethereum, c'est un acteur spécifique qui l'émet, mais dans le cas de Multichain, je sais pas comment ça se passe, donc c'est vraiment la merde et ça me dégoûte. Je te le dis franchement, ça me dégoûte. Alors pourquoi je vous en parle? Tout ça pour vous dire que moi j'avais fait acheter ce Bitcoin wrappé parce que c'était pratique, c'était sur Phantom. Bon bah là ils sont perdus, tu vois. C'est pas la première pète, pas la dernière en crypto, mais bah essayez de rester sur des actifs natifs parce que c'est bien en DeFi, hein, les BTC wrappés sur ça a aucun intérêt. Avalanche, En fait, ça Ethereum et n'a tout. aucun Mais intérêt. Ça n'a aucun intérêt d'avoir des actifs qui sont wrappés, à part si vous faites de la DeFi, des trucs comme ça. Mais franchement, si vous avez du Bitcoin, laissez-le sur la chaîne principale. Si vous avez de l'Ethereum, laissez-le sur la chaîne principale. Si vous avez du Solana, enfin, peu importe. Je pense que les bridges, c'est utile pour envoyer du stable d'une chaîne à une autre et derrière exploiter ce stable. Ou je sais pas, mais moi personnellement, je dirais jamais laisser dormir des fonds qui sont wrappés sur une chaîne sur laquelle j'ai pas forcément confiance, par exemple, tu vois. Donc après, pour moi, avoir des actifs qui sont wrappés sur Polygon, etc., tu vois, ça me paraît ok. Mais il faut avoir conscience des problèmes de liquidité qu'il peut y avoir. Tu vois, moi-même, j'ai fait un partenariat avec Nested sur lequel on a fait le challenge 10K sous 100K qui n'a pas arrivé au bout, mais qui s'est très bien passé. Et tu te rends compte qu'il y a des soucis de liquidité, tu vois. Et ça, c'est un peu chiant. Donc, si vous n'avez pas la contrainte, l'obligation de le faire, ne le faites pas, je pense. bah ouais, bah moi, l'occurrence, c'était Phantom à l'époque, ça marchait bien, c'était pas cher. L'expérience utilisateur de SpookySwap, je kiffais. Multichain, c'était le bridge qui faisait le plus de TVL, hein, mais by far en 2022.
Voilà le résultat, bah, c'est le marché des cryptos, hein. Ça s'arrêtera jamais, hein. On se prendra des balles dans le caisson à longueur de temps jusqu'à que ça nous tue, mais qui ne tue pas nous rend plus fort. Mais voilà, je tenais à vous le partager parce que, peut-être que vous avez des actifs wrappés sur une autre blockchain, eh bien, payez vos frais de transaction et repassez sur de l'actif natif, ne les laissez pas, sous format wrappé, s'il vous plaît. Ensuite, donc, on a sorti l'analyse fondamentale du layer 2 de Coinbase qui s'appelle Base, qui est, le premier article de Oscar d'ailleurs, qui est jeune, très, très jeune, mais qui fait un travail, exceptionnel. Donc je vous laisse, tout ça en description, mais pour faire très court, voilà, c'est la deuxième blockchain de l'écosystème Optimism après, bah, le Optimism Mainnet, mais dédié à Coinbase. Il faut savoir que Coinbase, finance l'open source sur l'écosystème Optimism et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et du coup, l'idée, c'est d'avoir plein de blockchains dans l'écosystème Optimism avec une interopérabilité entre toutes les blockchains. Et en plus de ça, ça permet aussi à Coinbase d'avoir une partie décentralisée pour pouvoir créer des applications décentralisées, faire passer de la transaction et peut-être éviter des problèmes réglementaires. Voilà. Ensuite, j'ai pu rencontrer l'équipe de Sysmo pendant un side event qui s'appelait le Future of Friends. J'ai vu passer plusieurs fois Sysmo, mais je ne comprenais pas. C'est un produit qui est très intéressant, qui d'ailleurs, je crois, exploite le Count Abstraction. Sysmo, en gros, ça permet C'est du zero knowledge d'éviter. proof. Ouais, mais surtout pour que ce soit vraiment utile dans la tête des gens, ça permet d'éviter de leaker des informations. Par exemple, tu veux faire un airdrop, donc on te demande de mettre ton adresse quelque part, mais t'as pas envie que tout le monde sache tout ton historique de transaction, bah tu peux passer par Sysmo pour ne laisser passer que les informations que tu souhaites. Ouais, mais on te Pareil, demande si t'as plus de 18 ans. Enfin, Sysmo te permet de dire que t'as plus de 18 ans sans donner ton âge. ouais, mais ça, c'est le ZK en général. Ouais. Ouais, Après, mais ouais. oui, non, mais c'est ça. De toute façon, j'ai noté, j'aimerais bien avoir une interview avec eux. C'est plusieurs Français. J'ai grave kiffé. Ils m'ont donné un autre exemple. C'était, imaginons, tu as plusieurs adresses, et puis sur une adresse, tu as des NFT, et puis sur une autre adresse, tu as des tokens, etc. Mais tu pas envie de faire des transactions pour tout regrouper sur une adresse. Tu es capable d'agréger tes différentes adresses pour prouver que tu détiens quelque chose ou pour effectuer visiblement des actions. Donc, Apparemment, voilà. Zeller l'a déjà utilisé, on me dit dans le Ouais, chat. pour la VChain Initiative, tout à Mm. fait. Voilà, mais c'est comme ça que j'en ai entendu parler la première fois et tu vois, c'est con, c'est que en ce moment, vu qu'on fait des vidéos, on taffe, on fait plein de trucs, je passe pas assez de temps à faire du fonda pour bien comprendre les choses. Et l'avantage de ces meet-ups, ces side events, etc., c'est que les mecs l'expliquent en 10 minutes et t'es en mode ah ouais, ok, j'ai compris. Et ça, c'est génial. Donc, faites des events crypto et vous n'êtes pas obligé de dépenser des 100 et des 1000 pour faire des events crypto. Je vous laisse le calendrier dans la description YouTube. Eigenlayer aussi, on vous a enfin sorti l'analyse fondamentale de Eigenlayer. J'ai mis du temps à la comprendre. Il y a plusieurs choses à comprendre. C'est très, très intéressant. La première chose, la plus importante, c'est qu'en fait, c'est un protocole qui vous permet de réutiliser en staking vos jetons Ether ou vos jetons Ether sous forme de jetons liquides comme les stakes Ether sur Lido, ceux sur Rocket Pool, ceux chez Coinbase, ceux sur Liquid Productive, etc. Et donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est que, imaginons, tu veux lancer un nouveau protocole. T'as pas forcément envie d'avoir tout ton set de validateurs, de faire toute une sécurité, toute une décentralisation. C'est une prise de tête. Donc là, l'idée, bah, c'est d'utiliser justement l'Ether pour sécuriser ton protocole. Et donc, Eigenlayer, eux, te proposent d'avoir des rendements supérieurs à du staking d'Ether en sécurisant ces autres protocoles. Donc, ça rajoute de l'utilité à l'Ether. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir justement promouvoir ce nouveau service, ils ont lancé un produit qui s'appelle EigenDA, donc pour Data Availability. Donc, on en parle ici. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un espace de stockage décentralisé sur Eigenlayer, propulsé par des Ethers, du coup. Ça en fait de facto un concurrent de Celestia, en sachant que ce qui m'avait été dit, c'est que là où c'est intéressant, c'est que Celestia, le Layer 1 Celestia, il fait consensus et data availability. Tandis qu'Eigenlayer ne fait pas de consensus du tout. Donc, en termes de performance pure et dure, Eigenlayer serait théoriquement plus puissant que Celestia. Donc, ça en fait un concurrent de taille de Celestia. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeton Eigenlayer, mais on en parlait avec Léo, ça pourrait arriver. Donc, peut-être qu'il y a un airdrop à faire. Je ne vous fais pas de garantie, on n'a pas eu l'info. Pour le coup, on n'a pas eu l'info, mais ça pourrait arriver. On vous a aussi sorti aujourd'hui un article sur le wallet Rabi, qui est un concurrent de MetaMask. Donc, toutes les applications qui sont compatibles MetaMask, du coup, sont compatibles Rabi, parce que Rabi permet d'émuler MetaMask. Mais c'est un wallet qui est beaucoup plus ergonomique que MetaMask et qui vous évitera notamment les piratages, parce que, on le voit, il y a toujours des piratages. En ce moment, la mode dans les piratages, c'est le farming d'airdrop. C'est-à-dire que les gens s'amusent à farmer plein d'airdrops et ils vont sur des airdrops, sur des protocoles de plus en plus miteux. Et à un moment donné, ils se mettent à accepter un contrat bizarre
bizarre. Et puis, bah, le contrat, il pète la caisse. Et je suis dégoûté parce qu'hier, dans mon groupe WhatsApp du Luxembourg, je dis ouais les gars, faites gaffe en ce moment, ça pirate en masse sur les airdrops. Et bah le soir même, j'ai un pote qui s'était fait pirater des fonds sur un airdrop soi-disant de CoinList qui lançait un jeton. Donc faites vraiment gaffe à pas accepter tout et n'importe quoi en termes de contrat. Rabi, c'est du très très lourd. Installez-le, c'est un super wallet, tout à fait. Voilà, on a également eu la semaine dernière la nouvelle mise à jour de Starknet qui est sortie, qui a décuplé les performances du layer 2. Donc aujourd'hui, on est sur du 37 à 90 transactions par seconde, alors qu'avant, on était à 2-3. Donc ça en fait un layer 2 extrêmement... La prochaine mise à jour de Starknet qui va arriver va permettre de réduire grandement les frais de transaction. Donc ça, c'est vraiment cool. Et qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Oui, on a également vu Polygon qui a sorti son nouveau jeton, le Pol. On en parlait plutôt dans l'émission. Il y a un changement visiblement d'inflation sur ce jeton Pol, en plus du fait que ça va être un jeton qui va vous permettre de valider plusieurs blockchains de l'écosystème Polygon. Voilà, j'ai terminé sur mon monologue lié au Fonda. J'espère que tout ça vous aura plu. Est-ce qu'on prendrait pas quelques questions avant de couper? On peut prendre quelques questions. En tout cas, je suis trop content de ce qu'on fait en ce moment. Voilà, c'est Ouais. c'est de la branlette, hein, les gars, on se branle, mais vous avez compris, on est content de faire ce qu'on fait. Donc, on se je pense régale. que c'est important de le dire. Franchement, petite parenthèse, le temps que les questions arrivent. Bah, première question, mais incroyable, on est connecté, frérot. C'était bien la Gen, c'était extraordinaire. C'était. Merci à Boutlou pour ça, hein, parce que c'est lui qui a Ah ouais. financé ça et qui a régalé l'écosystème. Donc, je pense qu'on Un peut budget de remercier le frérot pour ça. Un budget de fou. On était sur 4 étages dans un bête de bâtiment avec de la musique, avec un bar à chaque étage, de la bonne musique Des techno. danseuses, des trucs à manger, enfin bref, des cocktails, tous les gens de l'écosystème. Enfin, c'était Ouais, vraiment. on était C'était au 1300. Pachamama. C'était très très bien. Ouais. On était au moins 1300 dedans. Il y avait Marc Kerpeles, le baron du Bitcoin, qui était dans les lieux d'ailleurs. On l'a pas croisé, mais marrant. Marrant, pour ceux qui savent pas, c'était le patron de Mt. Gox, la plus grosse bourse de Bitcoin en 2011-2012. Voilà, donc truc de fou. Des rencontres de partout. Je vais parler d'un truc vite fait. On me demande un petit mot sur Rollbit. Alors, je tiens à dire que je suis pas sponsorisé par eux et que je ne soutiens pas forcément ce qu'ils font. Mais je tenais à en parler parce qu'en vrai, ça fait quand même pas mal de bruit dans l'écosystème. Et c'est une narrative qui est un petit peu touchy à discuter en stream. Et pour faire simple, en ce moment, on a de plus en plus de casinos qui sont liés à la crypto. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas forcément de casino qui intégrait vraiment cet ADN crypto au-delà de pouvoir déposer des cryptos et de jouer avec. Et on a des gros casinos, notamment par exemple Rollbit, qui est un énorme casino qui génère énormément de profits tous les jours, qui permet de trader plein de cryptos avec énormément de leviers, etc. Qui a un jeton et qui a un jeton qui permet d'économiser sur leurs frais et ils capitalisent à mort. Et surtout, il y a énormément de personnes qui en parlent sur Twitter. Ma perspective là-dessus, c'est que en vrai, même si c'est pas le use case le plus propre que tout le monde veut voir, au final, c'est un truc qui est utilisé. Et c'est un truc qui génère du revenu. Et je pense que c'est notamment pour ça que le jeton s'apprécie. Après, il faut mettre les choses en perspective. On ne sait pas qui est derrière. Ou du moins, on sait que c'est des gens qui étaient derrière CSGO Diamonds de mémoire, qui ont plus ou moins exit scam ou qui ont eu des pratiques qui sont un peu douteuses. Donc personnellement, je spécule sur le jeton RLB parce que je pense que la market cap peut être plus grosse, etc. Après, je le fais avec vraiment un tout petit capital. Histoire de pas être frustré, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Mais je vous incite en aucun cas à aller jouer au casino ou de faire du x1000 sur Rollbit. Donc voilà. Personnellement, c'est mon opinion. Après, ils ont un très bon produit de trading où même si tu peux avoir un levier élevé, etc. Et en fait, ils ont une fee structure, donc en gros, une manière de te faire payer des frais qui est assez intéressante. C'est-à-dire que tu peux soit payer les frais comme un exchange traditionnel, et en général, c'est des frais qui sont assez élevés, soit, en fait, tu vas uniquement payer des frais si tu sors en profit de ton trade, et à ce moment-là, ils vont prendre une partie du bénéfice sur ton trade, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais ce qui est assez dérangeant, c'est qu'au final, tu trades sur un exchange crypto, mais qui n'est pas régulé.
sur lequel tu n'as aucune preuve que c'est carré, et surtout qui, au final, redirige les gens qui trade plus ou moins vers des jeux d'argent sur lesquels ils vont perdre leur argent. Alors évidemment, il y a un service contre ça, c'est-à-dire que toi, tu t'amuses, tu passes un bon moment, idéalement, mais ça peut pousser à des dérives, voire des addictions, etc. Donc, personnellement, je vous déconseillerais d'utiliser Rollbit si vous savez que vous avez un problème avec les jeux d'argent. Par contre, si vous êtes un trader vétéran et que vous avez énormément d'expérience, je pense que ça peut être intéressant de tester, mais personnellement, je teste pas dessus. Enfin, je trade pas dessus. Quelqu'un qui me dit, alors pourquoi t'en parles? Bah parce qu'on est en média et on parle de tout ce qui se passe, en fait. Donc tu peux ne pas valider un use case ou ne pas forcément... mais c'est quelque chose qui existe, en fait. Et quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'écosystème. Donc faire l'aveugle et faire style, ça n'existe pas. Pour moi, c'est un peu se mentir à soi-même. Dire que ça existe, expliquer ce que c'est et les risques qu'il y a, c'est autre chose. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé ou on n'est pas sponsorisé pour en parler, etc. Mais je pense que c'est important d'en parler d'une manière parce que c'est un truc qui prend énormément d'ampleur sur le CTUS. Il y a notamment des gens qui ont été payés des millions pour des contrats pour mettre en avant ce qu'ils font. Et en vrai de vrai, ce que ça veut dire derrière, hein, c'est que s'ils payent autant, c'est que soit il y a un truc louche, soit ils sont sûrs de te faire perdre de l'argent sur leur casino au final. Pas forcément via le trading, mais via d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je l'ai abordé. Bah écoute, ça me semble très bien. Moi, je vous propose de couper. J'ai un bon coup de barre. Tout sera sur YouTube. Pour la partie technique, ce sera en ligne demain matin sur ma chaîne YouTube, bien découpé, etc. Donc, ce sera vraiment peut-être un peu plus dynamique encore que ce qu'il y avait sur le live. Et donc, pour ceux qui ont loupé la partie technique, franchement, je vous invite vraiment à regarder parce qu'en vrai, le point était assez complet et j'ai vraiment développé ma pensée. Et pour ceux qui ont loupé la partie actu, même fondamentale, en vrai, on a parlé de plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Ce sera sur la chaîne YouTube en format entier sur Coin Academy, ou même de manière un peu plus découpée en capsule. En version best-of. Et je vous remets simplement le lien de la chaîne dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner et à le faire sans modération. Et je te propose tout simplement de raid Asher. Il est en ligne là? Il est en ligne, c'est Asher avec un H majuscule. Je le fais maintenant. On va raid. C'est slash raid? Ouais, c'est slash raid espace Asher. Je te Et laisse passez une excellente soirée à tous. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Et si vous nous écoutez sur YouTube, on vous laisse les liens Twitch dans la description. On essaiera de le faire à chaque fois pour remonter un petit peu cette base de viewers. On prépare le prochain bull run. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. Tchuss.